Les médecins français sont dans la rue, extrêmement en colère. Ils sont sur les barricades avec des fumigènes et ils hurlent des slogans. Alors les amis, nous allons parler de ça. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont demandé de faire une analyse là-dessus, car vous le savez, ici, sur la chaîne de la Pas du Team, vous aurez des analyses sur la médecine que vous n'aurez pas dans les médias habituels. Et c'est notre grande fierté, n'est-ce pas? Nous allons regarder quels sont les motifs de cette grève. Les médecins sont-ils nos camarades? Ont-ils envie d'abattre le capitalisme car ils ont compris que c'était ça le problème principal du système de soins? Nous allons nous poser ces questions extrêmement intéressantes avec mon ami Chris. Chris, est-ce que tu es prêt à ce qu'on regarde des médecins en grève? Déjà, le concept est marrant. Comme je suis curieux de nature, tu le sais bien, tout m'intéresse. Alors, des trucs qui arrivent très peu, genre des médecins en grève, c'est curieux et c'est intéressant. Et c'est surtout un sujet que moi je connais moins. Et ça m'intéresse de comprendre toujours pourquoi des gens qui, a priori, dans le graphique, n'ont pas trop d'intérêt à faire grève, sont en crise. Parce que des gens en fait qui sont en bas à gauche dans le graphique soient toujours en crise et fassent des grèves ou soient en manifestation, c'est logique parce que de toute façon ils sont toujours pressurés. Mais quand ça commence à être des gens considérés comme privilégiés, qui ont beaucoup d'avantages, qui se mettent en grève, ça dit beaucoup de la crise de la société, beaucoup plus que ce qu'on croit en fait, c'est significatif. On a vu le cas avec les agriculteurs, qui sont des petits propriétaires ou des grands propriétaires pour la plupart. Là, on voit les médecins, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, en haut, on ne peut plus, et en bas, on ne veut plus, quoi. Voilà. Donc, c'est intéressant que ce soit aussi les médecins, donc on va regarder ça en détail. Alors mon Chris, tu dis que c'est pas fréquent de voir des médecins en grève. En fait, c'est pas si vrai que ça. Les grèves de médecins, elles sont plutôt régulières depuis assez Alors, longtemps. c'est donc j'en ai rien à foutre, en fait. C'est peut-être ça, le truc, du coup. Pardon, je précise pour les gens dans les viewers. Mais voilà, mais en fait, il y a des grèves de médecins très régulièrement. Tu sais, il y a eu une grève des radiologues sur laquelle on a fait une capsule avec Padu. Allez la voir si vous voulez, où on parle en détail du fonctionnement actuel de la radiologie, des revendications des radiologues, notamment sur la baisse de certains tarifs de la Sécu. Et on parle notamment d'un gros rapport qui a été fait par l'IGAS sur l'état de la radiologie en France et de comment l'argent public est dépensé dans cette spécialité. Je pense que c'est intéressant et très complémentaire à ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais il y a eu historiquement plein de grèves de médecins. Moi, quand j'étais étudiante, il y avait eu une grosse mobilisation de médecins qui était contre les complémentaires santé, figure-toi Chris, les camarades médecins, de nouveau, pour le 100% Sécu. Alors, on va en reparler au cours de la capsule, mais en fait, on a une corporation en médecine qui est très syndiquée, qui est lié aussi au fait qu'on a vraiment un fonctionnement avec un vrai sentiment d'appartenance, de corps, tu vois, de faire corps. Et donc, c'est une profession qui est très organisée, en réalité, même si ce sont, pour une partie, et notamment là, c'est ceux qui se mobilisent aujourd'hui, des professions libérales. On a des syndicats qui sont assez puissants et qui sont habitués à être en position de négociation assez forte, parce que c'est la manière dont fonctionnent les négociations, notamment tarifaires avec la sécurité sociale, c'est ce qu'on appelle des négociations conventionnelles. Et donc, il y a vraiment une culture à la fois de négociation avec les pouvoirs publics, de faire corps, de faire corporation, etc. Et de se mobiliser pour défendre nos intérêts spécifiques de médecins. Et souvent en utilisant l'argument de l'intérêt général et de l'intérêt du patient. Parfois c'est le cas, parfois ça ne l'est pas. Et on va pouvoir vraiment détailler là-dessus. Ça va être très intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur l'opposition et un peu la fausse conscience d'intérêt général avec les corporations, parce qu'historiquement, les corporations, c'est vraiment le système féodal, pour le coup, où le concept d'intérêt général n'existe pas. Alors, on sait qu'il peut être aujourd'hui un peu fallacieux, un vieux slogan de gauchiste qui dit l'intérêt général, c'est l'intérêt du capital, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une fausse conscience de l'intérêt général qui peut des fois masquer les classes, mais pour le coup, le droit général, le droit pour tous, naturel, c'est vraiment l'apparition de la Révolution française, la sortie de la féodalité, où avant, tout le monde avait ce qu'on appelle des privilèges. Les gens, ils ont l'impression qu'aujourd'hui, les privilèges, c'est que pour les nantis et d'autres en ont pas. En fait, la société de privilèges, c'était une société où tout le monde avait des privilèges. Ça veut dire qu'il y avait un droit qui s'adaptait pour tous. Il y avait le droit pour les seigneurs, le droit pour les serfs, le droit pour les bourgeois, voilà. Et la corporation était vraiment l'idée de communauté de travail organisée avec ses propres droits, ses propres privilèges qu'il fallait défendre sans concept même d'intérêt général. Donc, l'idée qui navigue entre les deux, déjà, c'est intéressant parce que du coup, c'est significatif d'une fausse conscience, comme on veut dire. Voilà. Ce que tu dis, c'est vrai. La médecine est en crise, comme le système de soins. Et les médecins ont des choses qu'ils ont envie de garder, des choses qu'ils ont envie de gagner. Bref, vous allez voir, ça va être passionnant. On vous a préparé un certain nombre de petits extraits qu'on va pouvoir déguster ensemble. Donc, premier extrait, c'est un petit extrait du journal de France 3. Et là, c'était vraiment au tout début de la grève. Et vous allez voir, alors qu'en fait, il y a deux grands types de professions là, qui se mobilisent dans les professions médicales. Il y a les médecins généralistes avec des revendications spécifiques. Vous allez voir, on va les voir dans cet extrait.
Et il y a les autres spécialités, car la médecine générale est une spécialité aussi, mais les autres spécialités qui se mobilisent sur des choses assez différentes qu'on verra dans d'autres extraits, bien que en fait il y a aussi des rapprochements entre les deux grands types de mobilisation qu'on voit en ce moment. Une salle d'attente, désespérément vide, sans aucun patient. Me voilà seul dans mon cabinet. Ce médecin généraliste est gréviste. Dans son viseur, la loi de financement de la sécurité sociale et la loi antifraude, qui prévoit notamment des amendes pour les praticiens qui délivreraient trop d'arrêts de travail. Alors, comme vous l'avez vu, en fait, il y a deux lois différentes là qui sont en cause. Il y a la loi de finances de sécurité sociale, on vous en a beaucoup parlé dans plusieurs capsules, n'hésitez pas à aller les voir, qui entérine un certain nombre de choses qui posent problème, et vous allez voir que c'est pas forcément ce dont on a parlé qui pose problème à mes confrères qui sont en grève. Et il y a aussi la loi antifraude. Et dans la loi antifraude, il y a un encadrement des arrêts de travail qui est prévu d'une manière assez particulière. Vous allez voir, on va avancer un petit peu dans l'extrait et puis on va en reparler. Mais là, vous voyez comment, en fait, cette mobilisation, je vous spoil, qui est une mobilisation en grande partie pour maintenir le fonctionnement de la médecine libérale telle qu'elle est, donc c'est-à-dire avec des principes de liberté d'installation, des principes de liberté de prescription, etc., en considérant que c'est comme ça que doit fonctionner la médecine, et une médecine sur un modèle un peu d'entreprise médicale, c'est-à-dire nous sommes tous des petits entrepreneurs de notre petite entreprise médicale, et donc on gère nos charges, nos rentrées, etc. C'est une vision du soin qui est marchandisée, mais c'est le fait même du fonctionnement qui veut ça. Et donc moi, c'est une vision avec laquelle politiquement je ne suis pas d'accord. Je pense que la meilleure organisation du soin serait une organisation parfaitement démarchandisée, en sortant de la tarification à l'acte, on va revenir dessus aussi, et avec, en l'état actuel d'un système avec de la monnaie, etc., une rémunération fixe des soignants, quoi qu'ils fassent, qui qu'ils soignent, qui ensuite ont tous les moyens mis à disposition par la puissance publique pour pouvoir soigner, le matériel, le cabinet médical, etc. Moi, ça serait mon système de soins idéal. Dans le système libéral, c'est un système parfaitement autonome, c'est ça qui est très défendu, mais il y a aussi, en réalité, dans le projet qui a été présenté par le gouvernement, il y a vraiment une manière de vouloir utiliser les moyens de la sécurité sociale pour devenir une sorte de flic de la dépense publique. Flic de la dépense publique au détriment, bien sûr, des patients, de leur santé, etc. Et donc, on part du principe qu'il y a des gens qui profitent et qui prennent trop. Et notamment, ces histoires sur les arrêts maladie. On en a parlé à de nombreuses reprises des arrêts maladie. On va en reparler encore aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette idée que comme les arrêts maladie augmentent, c'est forcément qu'il y a des médecins qui en prescrivent trop et il y a des patients qui en abusent. Et donc, il va falloir serrer la vis. Et il y a vraiment un objectif d'utiliser la Sécu, comme je l'ai dit, comme agent de contrôle. Et c'est vraiment une philosophie politique qui est à l'inverse de la pensée communiste sur la sécurité sociale, qui serait de dire la sécurité sociale doit partir des besoins des gens. Et ensuite, en fonction des besoins des gens, on voit quels moyens on a besoin d'allouer et on alloue les moyens nécessaires en fonction des besoins. Là, c'est une vision comptable et budgétaire. Donc, on ne part pas des besoins, on va se dire, on va partir de combien d'argent qu'on a, si possible, le moins possible, parce que les cotisations, les charges, c'est trop cher, etc. Et puis, avec ce budget le plus réduit possible, on va voir où est-ce qu'on peut grappiller de la thune au maximum pour pouvoir rentrer dans le budget qu'on s'est fixé au départ. On est au chevet des patients mourants, on est des patients en souffrance, qui ne peuvent pas travailler, qui sont en dépression, en burn-out. Et je dois pas les arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? Baser le gars. Moi j'aime bien baser. Oui, voilà, camarade médecin. Ça me choque pas de dire ça parce que des camarades médecins, j'ai que ça. Donc voilà, moi je vis dans une pas dans une dystopie, dans une utopie où les médecins sont des gauchistes. Mais dans la vraie vie, c'est pas le cas. Mais je vois qu'il y en a d'autres que pas du et toi, c'est super. Alors, ce confrère qui parle là, c'est écrit dans le sous-titre, il est à la FMF, la Fondation des médecins de France, qui n'est pas une organisation de gauche. D'accord, ok. L'arrêt de travail nécessaire à mon patient, je vais le mettre en danger? Sanctions financières, budget insuffisant. Pour la première fois, l'ensemble des syndicats de médecins généralistes et spécialistes appellent à un vaste mouvement de grève. Ces professionnels de santé dénoncent des mesures répressives qui mettent leur activité en péril. Ça c'est intéressant, le rapport... C'est répressif, mais ça met l'activité en péril. Tu sais pas trop si c'est une lutte contre le côté répressif. Si c'était répressif, mais que ça boostait leur activité, est-ce qu'ils feraient grève? Tu vois, il y a un espèce de double sens là-dessus. Tu vois. En réalité, il y a les deux, parce qu'il y a une vraie question de rentabilité, parce qu'encore une fois, quand tu es dans un modèle libéral, ton activité, c'est ta petite entreprise médicale. Et donc, quand tu es dans une dynamique entrepreneuriale, libérale, tu es obligé de penser rentabilité de ton soin. Il faut qu'il y ait suffisamment d'actes qui rentrent et de thunes qui rentrent pour pouvoir payer moi-même,
en général pas trop mal. Hein. Et puis, mon matériel, les salaires des gens qui travaillent avec moi pour que je puisse faire de la médecine. Je sais pas, une secrétaire médicale, quelqu'un qui fait le ménage, quelqu'un qui, je sais pas, répare le bâtiment, les installations électriques, les met aux normes. Enfin, tu vois, voilà, les trucs dont on a tous besoin pour pouvoir travailler. Et là, en particulier, pour pouvoir faire de la médecine. Mais tu as aussi vraiment une idée. Tu vois, sur ce truc, c'est très critiqué là actuellement par les médecins, ce côté autoritaire de la Sécu. Et c'est-à-dire que tu as vu, moi, la critique que j'en fais, c'est le problème d'une Sécu qui ne part pas des besoins Michel et qui est dans Foucault, une dynamique comptable. Mais moi, en soi, une Sécu autoritaire, je vais le dire honnêtement, hein, au sens où, par exemple, on impose de ne pas prescrire des antibiotiques n'importe comment. Parce que prescrire des antibiotiques, tu sais, quand on prescrit trop d'antibiotiques, ça peut mettre le patient en danger, parce que ça peut lui causer des effets indésirables qui ne sont pas nécessaires. Je parle d'antibiotiques non nécessaires. Hein. Il y a beaucoup d'antibiotiques en France qui sont prescrits qui ne sont pas nécessaires. D'où le slogan qu'on connaît tous, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est un peu une campagne pour les médecins, en fait, non ? Ou c'était une campagne... En fait, c'est une campagne pour faciliter la déprescription pour les médecins, la rendre plus acceptable pour les patients, mais c'est aussi une campagne qui touche les médecins. Okay. Et la réalité sur les antibiotiques, si tu veux, c'est qu'en médecine générale, ma spécialité, par exemple, quand les antibiotiques sont surutilisés, c'est qu'on l'utilise pour des infections virales. Donc, tu sais, dans la pub pour les antibiotiques, on t'explique, voilà, t'es malade, oui, t'as de la fièvre et tout, mais c'est un virus, donc les antibiotiques, ça sert à rien, c'est pas automatique. Et en fait, il y a plein de médecins qui prescrivent des antibiotiques pour des infections virales. Et ça, si tu veux, c'est toujours très rigolo à regarder, parce que moi, j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui me disent, oui, mais les patients, ils veulent leur antibiotique. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas où les patients arrivent en disant, moi, je me connais, docteur, quand j'ai le nez qui coule, si j'ai pas d'antibiotiques, ça dure 3 semaines, c'est l'enfer, etc. La réalité, c'est que quand c'est une infection purement virale, et là, je parle pas du cas où il y a des surinfections bactériennes, je sais pas, une sinusite, une otite, voilà. Mais quand c'est une pure rhinopharyngite virale, avec, vous avez de la mort, vous avez mal à la gorge, vous toussez, voire même vous avez de la fièvre, parfois de la fièvre pendant plusieurs jours, vous pouvez avoir des courbatures, des maux de tête, enfin, ça peut être très, très, très désagréable, hein, une infection virale. Virale ne veut pas dire, t'as pas de symptômes, tu peux aller bosser. Viral veut dire c'est lié à un virus et donc ça se traite pas de la même manière. Et c'est le système immunitaire qui petit à petit va soigner la personne. Et en fait, si tu veux, cette demande d'antibiotiques par les patients, on se rend compte aussi, et notamment il y a des études qui ont été faites là-dessus, que parfois les médecins surinterprètent ou surestiment la demande d'antibiotiques par les patients. C'est vrai qu'il y a des gens qui le verbalisent, mais encore une fois, si les gens ils sont face à un médecin qui, à chaque fois qu'ils arrivent pour une rhinopharyngite, alors le traitement de la rhinopharyngite, y compris avec de la fièvre, c'est se moucher, se reposer, et éventuellement prendre un petit peu de paracétamol pour avoir moins de maux de tête, moins de courbatures, supporter mieux sa fièvre, etc. C'est ça le traitement. Si à chaque fois que tu vas chez un médecin pour une rhinopharyngite, il te dit « vous allez ressortir avec un spray corticoïde pour le nez, un corticoïde pour la bouche, un antibiotique, un traitement qui fluidifie les sécrétions, etc. plus un sirop contre la toux », et qu'après, une semaine après, tu vas mieux, tu te dis, mais en fait, j'avais besoin de ces médicaments pour aller mieux. Donc, tu vois, les médecins induisent aussi une habitude par les patients de prendre beaucoup de médicaments. Et après, quand tu es face à un patient qui est habitué à prendre beaucoup de médicaments, ça fait 20 ans qu'il sort avec 5 médocs quand il a une rhino, s'il tombe sur, je sais pas, une meuf comme moi, tu vois, moi, à la sortie de mes études, quand j'ai récupéré ma patientèle, c'était des gens qui étaient habitués à être soignés d'une autre manière, ça m'a pris plusieurs années à expliquer aux gens, non, en fait, une rhinopharyngite, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors, moi, je témoigne. Moi, je témoigne, j'ai vécu ça en direct. On va parler. Ouais. Moi, je suis un naïf, je connais pas, j'apprends, mais je n'ai pas de médecin traitant. Alors, comme j'ai une amie médecin que vous connaissez tous, un jour, je me retrouve... tu témoignes, la galère pour une de mes filles, à 23h, pharmacie de garde, et je me trouve avec un médecin. Ça, c'est aussi un problème, c'est pas le problème mais dans la décrépitude de la médecine, des médecins de garde qui ont 75 ans, enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà. Oui, donc... alors après, force à ses confrères. Hein, non, mais vraiment, c'est... 75 ans, c'est qu'il y a pas assez de médecins, quoi. Ah, tu dis, moi, je leur en veux pas à eux, tu vois, mais donc, ils bossent avec des structures mentales un peu archaïques, quoi. Logique, quoi. Enfin, comme nous tous, on aura à 75 ans, j'espère que, quand nous, on fera des capsules avec Zoé à 75 ans, on aura peut-être un œil un petit peu moins alerte sur la... Voilà. Et je me retrouve avec toute une liste, mais vraiment, j'avais jamais vu une liste de médocs comme ça pour ce qui semblait être une infection bactérienne, parce que la fièvre dure un moment, enfin bon, bref. Et j'envoie au docteur Zoé, ici présent, voilà, et je me rappelle, tu me dis... Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et vraiment, c'est là où je me dis, effectivement, il y a eu un rapport à la surmédication, et moi, j'ai rien spécialement demandé, et je précise, ma fille est allée mieux avec juste ce qu'il fallait, les antibiotiques, voilà, parce que c'était un truc. Mais c'est vrai que ça m'avait surpris, c'est pour ça que moi, je t'avais demandé, je dis, mais on a besoin de tout ça, quoi, tu vois, parce que il y avait une espèce de liste infinie, je crois que j'avais 6-7 prescriptions, et en vrai, des trucs que j'ai jamais vus, je comprends pas, qui traînent dans un tiroir. Oui, la gamine avait une
otite en fait. Donc effectivement, il y a un changement effectivement de rapport à ça, aux médicaments, à la médication. Et c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est vraiment, là je sais pas pour contrecarrer ce que tu disais, mais est-ce que c'est vraiment une simple changement dans la façon dont on traite ? Est-ce que c'est le fait que comme c'était très remboursé avant, on surmédicalisait, etc. Enfin, c'est intéressant de voir cette transformation cause matérielle et cause médicale, quoi. Alors, il y a probablement beaucoup de changements qui viennent du changement en fait de la construction des savoirs en médecine générale. La médecine générale, il y a eu très peu de recherches et il y a encore en fait très peu de recherches qui est faite de cliniques sur notre spécialité. Tu vois, il y a énormément de médicaments qu'on prescrit parce qu'on a des études cliniques qui nous montrent que tel médicament est mieux pour telle maladie que tel autre, etc. Mais en fait, quand tu regardes les études cliniques, elles sont jamais faites dans des contextes de médecine générale. Elles sont beaucoup faites dans des contextes hospitaliers, donc tu sais, avec des patients qui sont parfois plus lourds que ceux qu'on traite nous en moyenne. Enfin, et donc, il y a eu une vraie histoire. La médecine générale universitaire, c'est-à-dire qui fait vraiment de la recherche en médecine générale spécifiquement, c'est un truc qui est très récent. Et donc, on est en train de construire nos savoirs de manière progressive et on se rend compte, notamment à l'appui d'études cliniques, qu'il y a plein de trucs qu'on faisait qui sont pas nécessaires, voire qui parfois sont délétères. Donc, si tu veux, c'est un petit peu ça le problème de prendre des médicaments qui, entre guillemets, ne servent à rien, c'est que du coup, ça peut t'exposer à des effets indésirables, alors que il y a, de toute façon, la balance bénéfice-risque pour un traitement qui n'a pas d'efficacité, elle est toujours défavorable, si tu veux. Il n'y a pas de bénéfice. Donc, en fait, même si le risque est très faible, il l'emporte toujours sur c'est exactement. Mais tu vois, je te donne un exemple très con, mais tu sais, les angines. Donc aujourd'hui, maintenant, les angines, on dit angine blanche, angine rouge. Alors en fait, en regardant dans la gorge de quelqu'un, vous pouvez pas savoir si l'angine elle est virale ou bactérienne. C'est pas parce qu'il y a un dépôt blanchâtre que c'est bactérien. Il y a des angines virales qui donnent ça. Et inversement, c'est pas parce qu'il y a pas de dépôt que c'est pas bactérien. Maintenant, on a la possibilité de faire des petits tests, tu sais, avec un petit coton-tige. On les trempe dans un réactif. Comme les tests Covid un peu là. Exactement. Et puis on sait si c'est bactérien ou viral. Donc il y a des questions à se poser si le test est fiable ou pas. Vous pouvez même faire ce test en pharmacie. D'ailleurs, je vous le dis en tout cas. Je croyais que t'allais dire en famille. Vous pouvez faire ça en famille. Les tests Covid maintenant, il y a des autotests avec une fiabilité qui est pas dingo, mais et donc vous pouvez faire ces tests-là et la pharmacie peut dire si c'est viral ou bactérien et si vous n'avez pas de critères de gravité, elle peut vous délivrer directement l'antibiotique quand il est nécessaire. Tu vois, quand on sait que c'est une angine bactérienne, est-ce qu'il faut mettre un antibio ou pas ? En France, on dit oui. En réalité, quand tu regardes les études cliniques, il n'y a pas d'études cliniques qui ont été faites là-dessus depuis 1960. T'imagines ? Alors que c'est un truc hyper fréquent, machin, et en fait on manque vraiment. Alors c'est des trucs qui sont en train d'être faits. Je sais qu'il y a plein notamment de départements de recherche de médecine générale actuellement en France qui sont en train justement de vraiment travailler pour faire des vraies études de grande ampleur dans le contexte de la médecine générale sur les pathologies les plus courantes, tu vois. Mais on manque de ça. Et il y a plein de pays dans lesquels on dit angine bactérienne, on met pas d'antibio, sauf s'il y a des signes de gravité, et on réévalue la personne 2-3 jours plus tard. Et guess what, en fait, il y a plein de fois, c'est passé sans antibiotiques, même quand c'était bactérien. Tu vois, il y a des pays comme ça, je sais qu'au Québec, c'est les recommandations, par exemple, en Belgique aussi, enfin voilà. Donc, pour dire qu'en France, on est particulièrement prescripteur d'antibiotiques. Et actuellement, il y a, du fait de nos connaissances, du changement de mode de formation, de connaissances scientifiques, etc. Et puis aussi du besoin de faire des économies, ça c'est une réalité. Une tendance à essayer de faire de la déprescription, ce qui est plutôt une bonne chose en réalité, tu vois, d'essayer de déprescrire, quand c'est nécessaire, bien sûr. Mais en fait, ce truc-là, et là j'en reviens au côté autoritaire de la sécurité sociale, moi j'aurais pas de difficulté à me dire qu'il y a un organe de contrôle. Alors, est-ce que c'est à la Sécu de le faire ? Franchement, je suis pas sûre, tu vois. Peut-être qu'il faut plutôt un organe de contrôle du médicament et du circuit du médicament qui s'occupe de ça, tu vois. Et qui soit géré pas que par des bureaucrates, mais qui soit géré à la fois par des soignants, par des usagers du système de soins aussi, par des patients, et qui détermine, là par exemple, parce que je reviens sur les antibiotiques, mais quand vous prescrivez trop d'antibiotiques, c'est dangereux, mais vraiment. Et c'est notamment dangereux à une échelle collective, parce que plus vous utilisez d'antibiotiques, plus les bactéries qui circulent dans votre région peuvent devenir résistantes à ces antibiotiques. Et vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ont vraiment besoin de prendre un antibiotique et qui sont porteurs de bactéries multirésistantes. Et il y a des gens qui meurent de l'antibiorésistance. Massivement, c'est des milliers de morts par an. Donc c'est un enjeu majeur, si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est ce que je pense par exemple au monde industriel, c'est de la production de bouffe ou voilà, que je connais un peu. On utilise beaucoup aujourd'hui, tu sais, le retour consommateur pour soit booster des ventes. Enfin, tu vois, c'est
mode concurrentiel de marché, etc. C'est intéressant que, alors je sais pas comment c'est, mais j'ai pas l'impression en fait que le retour des usagers sur un traitement, tu vois, qui serait pourtant hyper intéressant justement de pouvoir démocratiser, je sais pas, avec un compte Amélie, tu vois, comment ton traitement s'est passé. Maintenant on a de la data avec une appli et tout, qui pourrait être une base de données vraiment performante pour pouvoir critiquer ou optimiser un mode médical. C'est un truc, on a l'impression que, je sais pas, le patient, l'usager, comme tu dis, lui n'a pas le droit de donner son avis là-dessus, alors que c'est lui qui le subit, alors que c'est le premier des retours. C'est pas suffisant, mais ce serait une matière énorme justement pour peut-être contrecarrer la puissance d'un lobby pharmaceutique, pour remettre en question une pratique un peu héritée traditionnelle d'un mode de médecine. Et aujourd'hui on a toutes les capacités, et en fait cette idée même que l'usager ne donne pas son avis, je trouve qu'il y a un côté vraiment qui est pas du tout le côté la sécu, tu sais, genre j'ai cité Foucault tout à l'heure parce que dans un rapport à la biopolitique il faisait une grosse critique de la sécurité sociale que je trouve assez catastrophique. Il le faisait en plus d'une vision libérale, mais on pourra revenir là-dessus. Mais pour le coup c'est pas du tout la sécu, ça, c'est le rapport de, on va dire plutôt de la technocratie, c'est-à-dire du pouvoir des sachants sur les non-sachants, des médecins sur les non-médecins. Et je trouve que ça c'est un truc qu'il faut abolir, quoi, et on a aujourd'hui les outils pour le faire, quoi. Oui, carrément. Et il y a un vrai enjeu de démocratie sanitaire là dans le truc dont on est en train de parler. C'est passionnant, hein, ces histoires-là. Ouais, mais tu vois, le réflexe de se dire encadrer nos prescriptions est un problème en soi, parce qu'il y a un peu de ça derrière. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons encadrer nos prescriptions. Après, la question, c'est à qui on est inféodé. Si on est inféodé à la Sécu, en mode flic comptable, pour rentrer dans les petites cases, pour surtout rester dans une politique austéritaire, ne pas dépenser assez d'argent pour soigner les gens, etc., là, c'est un problème. Mais moi, mon problème, c'est pas l'autorité. Hein. Mon problème, c'est qui applique l'autorité à qui et dans quel but. Ouais, c'est ça. Et surtout que c'est intéressant ce que tu dis, parce que la Sécu, aujourd'hui, est un système paritaire, où il y a des patrons, où il y a l'État, c'est pas simplement juste les salariés, malheureusement. Spoiler alerte, c'est notre réforme, hein. Hop, gestion juste par les cotisants, hein, pas par les, voilà. Donc c'est un peu comme les entreprises qui sont soi-disant publiques, mais en fait qui sont d'économie mixte ou avec des actionnaires. En fait, des fois tu te dis il y a 3-4% des actionnaires qui sont privés, mais qui influent toutes les façons de travailler. Et là, comme tu dis, dire maintenant la Sécu, ça veut pas dire grand-chose. Si c'est la Sécu et c'est la partie des technocrates d'État qui sont co-dirigeants de la Sécu qui influent, manipule les décisions de la sécurité sociale dans l'optique même de réduire le budget dans l'État, de réduire son impact budgétaire, ce que font toutes les politiques néolibérales, c'est pas la même chose que l'autorité de la Sécu sous contrôle des salariés, quoi. Donc même dire le pouvoir de la Sécu, ça ne veut rien dire. Et c'est là où, désolé, hein, c'est un peu mon c'est un peu mon dada, mais c'est là où on va faire un peu de philo, voilà. En fait, la Sécu n'existe pas. C'est encore des conflits et des gens, quoi. C'est encore des gens réels. Et demain, dire le pouvoir de la Sécu, si elle est aux mains des salariés, des cotisants ou de l'intégralité des citoyens de manière beaucoup plus démocratique, comme on l'a dit, ou dans les technocrates d'État, le pouvoir de la Sécu, c'est pas le même. Il y en a un qui est progressiste, il y en a un qui va aller dans l'intérêt collectif, et il y en a d'autres qui va dans l'intérêt du néolibéralisme et de l'austérité, etc. Donc quand on dit le pouvoir de la Sécu, c'est qui la Sécu à la fin? C'est qui les gens réels? Et voilà, les structures n'agissent pas. À la fin, ce sont des gens réels qui agissent. Il y a que les gens, les individus en train de coopérer qui sont existants, quoi. Et tu vois, pour finir sur ce qu'expliquait ce confrère là sur l'encadrement des arrêts de travail. Là, donc, le truc du moment, c'est de dire ouais, il y a des gens, ils sont en arrêt de travail, c'est horrible, ils profitent. Donc, c'est que les gens sont arrêtés pour rien. Personne ne se dit dans la Macronie que si les arrêts augmentent de fou depuis 10 ans, c'est qu'en fait les gens sont en souffrance dans leur métier, qu'ils sont dans des conditions de merde, etc. Et là, mon confrère de la FMF a raison quand il dit mais vous êtes en train de nous dire qu'on va pas devoir arrêter les gens, alors qu'en fait, quand on arrête les gens, a priori, c'est qu'ils ont besoin d'être arrêtés, en fait. Et ça, merci, cher confrère, de dire ça. Parce que, parfois, dans la corporation médicale, on entend aussi des trucs il y a des gens qui profitent, etc., etc. Il y a quand même parfois ce truc-là. Mais là, il se trouve qu'on parle de leur prescription d'arrêt de travail. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est aussi ce qui explique que ce confrère de la FMF se positionne comme ça. C'est que c'est, à leurs yeux, une attaque à leur liberté de prescription de l'arrêt de travail. C'est-à-dire au pouvoir du médecin de dire « Moi, je pense que ce patient nécessite d'être arrêté. » Je vous rappelle ma position ici.
Moi, je pense que les gens ne sont pas assez arrêtés dans ce pays. Il y a trop de gens qui vont travailler avec des tendinites qui sont débutantes où on pourrait arrêter les gens seulement 2-3 semaines, laisser l'épaule se reposer et les remettre au travail. Mais non, comme les gens ont des jours de carence et qu'ils sont dans des collectifs de travail dégradés ou s'ils se barrent en arrêt de travail, ça pèse sur leurs collègues et qu'ils ont honte de s'arrêter parce qu'on passe notre temps à dire gna gna gna, tu t'es mis en arrêt, t'es une feignasse, etc. Mais du coup, ils poussent et ils arrivent au point où les tendons de l'épaule sont rompus, où ils sont arrêtés pendant des mois et des mois, voire parfois plus d'1 an. Parfois, ils ne peuvent jamais reprendre sur leur travail. C'est une catastrophe. Les gens ne s'arrêtent pas assez tôt. Ils ne sont pas assez bien soignés pendant leurs arrêts. Et au-delà de ça, moi, il y a plein de fois, je vous parle pas des diffusions d'infections, de gens qui vont bosser avec la grippe, de gens qui vont bosser avec la gastro, qui infectent leurs collègues, qui infectent les gens avec qui ils travaillent, le public avec qui ils sont au contact, etc. C'est une catastrophe. On n'arrête pas assez les gens dans ce pays. C'est ça la réalité. Et si on les arrêtait plus, on ferait des économies sur la santé, les gens seraient en meilleure santé, les travailleurs seraient plus efficaces. Bref, c'est une catastrophe. Et moi, je vais plus loin, je dis qu'on les arrête pas assez. Ils font trop d'heures et ils vont pas assez tôt à la retraite. Voilà, il faut les arrêter pour la médecine, mais il faut les arrêter même plus généralement. 1 jour de plus de congé par semaine et 5 ans de moins avant la retraite. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, je rappelle qu'on en a déjà parlé dans plein d'endroits, mais en réalité, si on ne se centre pas sur la vie des gens, leur bien-être, etc., mais qu'on est dans un truc d'efficacité économique et tout ça, même dans ce cadre-là, ça serait plus efficace que les gens bossent moins dans de meilleures conditions. À la fin, ils travailleraient mieux. Ça serait une meilleure organisation du travail. Et donc là, on est en train de dire, donc voilà, le problème c'est que les gens s'arrêtent trop et tout. Et donc, on va aller cibler des médecins avec des méthodes particulières pour dire, voilà, ce médecin prescrit trop d'arrêt de travail. On va le mettre en MSO, ils appellent ça, c'est pour ça que c'est dans la loi antifraude. On va le mettre en mise sous objectif, c'est ce que veut dire MSO. Pendant 6 mois, il va devoir réduire sa prescription d'arrêt de travail de 30%, d'accord ? Et s'il ne le fait pas, il a une amende de, je sais plus, je crois que c'est 10 000 euros, un truc comme ça, enfin une grosse amende. Tu vois, et donc là, effectivement, mes confrères gueulent, moi je suis d'accord sur le fait de gueuler là-dessus. Par contre, voilà, mon petit bémol, c'est qu'il y a vraiment un truc de gueuler sur l'attaque à la liberté de prescription et pas l'attaque en soi contre les arrêts de travail. Moi, c'est ça qui me gêne. Ce qui m'embête, je le dis clairement dans cette grève, notamment, c'est que sur ces trucs où on pourrait être d'accord, c'est-à-dire c'est catastrophe de faire ce genre de choses où tu interdis à des médecins d'arrêter des gens de manière complètement aveugle, avec des algorithmes dont on ne comprend rien, en te basant sur des petits tableurs Excel et pas sur concrètement les êtres humains qui sont concernés par ces décisions et tout. Tout ça, je suis d'accord, mais j'ai, une forme de doute et je vous rappelle que je reste parfaitement confraternelle dans mes paroles, car je peux être attaquée si j'attaque concrètement mes confrères et bien sûr, je ne le fais jamais car je trouve que tous mes confrères sont super. J'ai jamais vu ça, moi. Jamais, mais j'ai quand même un doute dans, on va dire, la raison pour laquelle mes confrères se mettent vent debout. Sont-ils pour protéger les droits des travailleurs ou sont-ils pour protéger leurs droits de liberté de prescription ? Parce que quand François Bayrou, en juillet dernier, a annoncé une augmentation des jours de carence sur les arrêts de travail, je n'ai pas entendu ces organisations syndicales gueuler. Et ça va être la discussion sur toute cette vidéo, vous allez voir, c'est que... Les gars, pourquoi vous gueulez là-dessus alors qu'en fait, il y a des mobilisations de travailleurs extrêmement intenses depuis très longtemps auxquelles vous ne participez jamais ? Bref, avançons un petit peu. Il faut savoir qu'un cabinet médical, c'est quand même une entreprise et que si... Oh oh. Bah oui, mais il est honnête, il a raison. La médecine libérale est un fonctionnement entrepreneurial. C'est intéressant parce que toujours rappelle que l'intérêt d'une entreprise, c'est avant tout d'être rentable avant de fournir un besoin. C'est la base. C'est ça. Si on modifie nos subventions et si on modifie surtout notre planification de budget, eh bien, par rapport à nos salariés et par rapport à nos budgets, ça ne fonctionne plus. Pendant les 10 prochains jours, il sera donc compliqué de consulter un praticien, un mouvement de grève inédit soutenu par ses patients. Ils ont totalement raison, parce que ça empiète sur leur liberté de travail, sur leurs décisions. Je suis solidaire et je pense que les généralistes devraient être payés un petit peu plus leur consultation, vu que 30 €, c'est le prix d'une coupe de cheveux. La mobilisation s'annonce particulièrement suivie. Le gouvernement n'exclut pas des réquisitions pour assurer la permanence des soins. C'est bien. Alors, t'en penses quoi, Chris, de ces patients qui trouvent que les généralistes ne sont pas assez payés ? Je pense qu'il faudrait les placer dans le graphique. Déjà, je sais où les placer parce que j'ai vu à peu près l'âge comme ça. Pas forcément, mon Chris, pas forcément. Tu sais que moi, j'ai des patients à moi qui me disent ça. Ouais, non, je comprends. Sincèrement. Mais en fait, si tu veux, les patients, en plus, ils sont dans un truc, dans leur rapport à leur médecin. Encore une fois, la relation soigné-soignant, c'est une relation qui est quand même très asymétrique, mais qui est aussi une relation qui peut être très forte. Tu vois, moi, j'ai des patients qui ont des maladies chroniques que je vois extrêmement régulièrement. J'ai un rapport très fort avec eux parce que je suis là dans leur vie.
à un moment hyper important, voire grave de leur vie. Je connais leur famille, je soigne leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, tu as un lien particulier avec ton médecin que tu n'as pas avec ton coiffeur. Tu as plus d'empathie avec ton médecin qu'avec ton coiffeur. Puis En plus, tu as tu vois, le prestige de la profession et tout ça qui fait ça, quoi. T'as tout justement cette aristocratie éducative. C'est les gens qui ont fait le plus d'études, en fait, hein, les docteurs, quoi. Voilà, plus 9, plus, je sais pas c'est combien, plus 11 quand il y a des spécialités ou un truc comme ça. ORL, là, le Ouais. confrère qu'on voyait juste avant, c'est 11 ou 12 ans. Hein. Voilà, donc tout le monde se projette. En plus, c'est un des rares métiers où t'as un assentiment, c'est-à-dire les gens se représentent que c'est compliqué, que c'est prestigieux de le faire et que ça mérite de bien gagner sa vie parce que tu te dis, bah moi... C'est-à-dire que même dans les familles de prolétaires comme moi j'ai aucun médecin dans ma famille, tu vois, genre pour nous avoir le bac et bac plus 2, plus 3, c'est déjà énorme. Alors s'il y en a un de nous qui fait médecin, c'est genre, tu vois, c'est une folie, tu vois. Et je pense que c'est intéressant parce que même dans les familles de médecins, c'est l'inverse. C'est ne pas faire médecin, c'est une dégradation. Donc tu vois, c'est que c'est un truc partagé dans la société, que c'est prestigieux. C'est presque comme seigneur ou chevalier à l'époque féodale, tu vois. Donc effectivement, je pense que j'ai dit, il faut les placer dans le Même graphique. David Graeber nous sauve, hein. Tu sais, Voilà. David Graeber, il dit que tous les métiers très diplômés maintenant, c'est de la merde, sauf médecin. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un Je suis pas argument. sûre que ce soit vrai non plus. Mais... Mais voilà, parce que les gens, ils se représentent ce que c'est de soigner. Là-dessus, Graeber, il a raison. C'est quelque chose de fondamental, de prendre soin dans une forme de socialisation. Et donc, c'est vraiment c'est une profession. Il y a qu'une profession qui a pu s'en rapprocher à un moment donné, tu sais, c'était les instituteurs à la fin du 19e siècle, tu vois, qui transmettaient cette même capacité d'être dans la société avec la lecture, etc. Ils ont perdu ça parce que justement l'alphabétisation, l'accès à l'information, l'accès à la lecture, etc., elle est démocratisée. Mais voilà, les médecins gardent ça. Donc effectivement, il y a un assentiment vraiment ils ont raison. Et puis vu les études qu'ils ont fait, vu comment ils galèrent, vu le prestige c'est normal qu'ils demandent plus. Et ben moi je dis, il y a une autre... Et pourtant, ils sont minoritaires dans la société. Mais c'est intéressant en ce moment, il y a une autre corporation ou fonction ou CSP qui a ça en ce moment. Les agriculteurs. Exactement. C'est vraiment la même chose que les agriculteurs. C'est vraiment des gens où les gens se disent, ils font quelque chose d'essentiel, ils font de la nourriture et ils galèrent et c'est pas normal d'avoir... Alors, c'est pas le prestige des études, etc. Là, c'est plutôt vraiment le prestige méritocratique, ils se lèvent dur, etc. Et c'est compliqué, beaucoup. ils travaillent beaucoup, Ouais, et puis, beaucoup d'heures. La France, on a un rapport particulier à l'agriculture. Tu On est vois un pays très, très agricole. En fait, la diminution de la part des agriculteurs dans la population, elle est récente, en fait, en France. La C'est ça. génération de nos grands-parents, c'était 80% de paysans, quoi. Donc, C'est ça. Donc, et 90 sur la génération des arrières. c'est très rare si vous remontez à 3-4 générations que vous ne trouvez pas un agriculteur, voilà, non. Que ce soit un ouvrier agricole ou un propriétaire ou petit propriétaire. Mais voilà, donc c'est vraiment deux fonctions qui vont utiliser leur place dans la société, leur fonction. Et c'est là où, en fait, j'aime pas du truc de capital symbolique. Je trouve que c'est vraiment un faux concept qui sert à rien. Là, c'est vraiment le capital fonctionnel. Voilà, j'ai décidé d'inventer un concept. À l'instant, dans la pas du team, genre les gens qui regardent, vous êtes privilégiés. Mais c'est vraiment le capital fonctionnel, c'est-à-dire que les gens, ils vont se cacher derrière une fonction, ils vont dire, nous sommes là pour soigner. Nous sommes là pour nourrir. Ce qui est pas vrai, en fait, hein. Tout le monde prend soin, il y a un rapport de... Tu vois, je veux dire, le rapport amical, le rapport familial, le rapport... tu vois, je veux dire, il y a tout un rapport de soin. Même sur du soin médical pur, moi je le dis souvent, mais je le répète, moi je ne peux pas soigner s'il n'y a pas quelqu'un qui a extrait des terres rares pour fabriquer mon ordinateur. Voilà. Je ne peux pas soigner s'il n'y a pas des ouvriers du bâtiment qui ont construit le bâtiment dans lequel je travaille. Je ne peux pas soigner si les routes ne sont pas goudronnées. Je ne peux pas soigner s'il n'y a pas des gens qui ont raffiné du pétrole pour que je le mette dans ma bagnole pour aller en visite à domicile. Je ne peux pas soigner s'il n'y a pas de chauffage. Je ne peux pas soigner s'il n'y a pas de réseau électrique. Je ne peux pas soigner s'il n'y a pas des gens qui gèrent la logistique pour emmener les médicaments à la pharmacie. Je ne peux pas soigner s'il n'y a pas d'aide à domicile. Je ne peux pas soigner s'il n'y a pas d'infirmière. Je ne peux pas soigner s'il n'y a pas de kiné. Bref, personne. Et c'est comme les agriculteurs. Ceux qui produisent la bouffe, c'est pas que le gars qui est dans son tracteur, dans son champ. C'est les mecs qui gèrent les semences. C'est les mecs qui gèrent les coopératives agricoles. C'est les mecs qui gèrent l'essence pour le tracteur. C'est les mecs qui gèrent la logistique, machin. Les employés de la grande distribution. Bref, faut arrêter avec ce truc fétichiste de se dire il y a que un seul maillon de la chaîne qui compte. C'est pas vrai. Alors, il y a des maillons de la chaîne, s'ils sont pas là, ils sont plus difficilement remplaçables. Tu vois, médecin, le truc, c'est que le niveau de qualification et le fait qu'on ait organisé la pénurie fait qu'on est moins facilement remplaçable. Mais dans l'absolu, je ne peux soigner personne si il n'y a pas des milliers et des milliers d'autres types de tâches et de métiers qui sont accomplis pour que moi, je puisse faire ma partie du boulot, quoi. C'est ça. Est-ce qu'a dit Zoé
vraiment est très important et fondamental. Ce qu'elle dit en général, je le dis pour les gens qui... Voilà. Mais non, mais c'est vraiment important de sortir du fétichisme, c'est que soigner, faire en sorte que tout le monde se nourrisse, ne meure plus de faim, c'est une disposition générale de la société. C'est une façon, c'est une vision du monde, de l'humanité, de la société. Par exemple, là dans l'extrait, ils ont dit l'État va peut-être réquisitionner pour soigner. Ça veut dire que c'est une disposition générale que même l'État néolibéral continue. Voilà. Par exemple, la disposition générale que tout le monde puisse se loger aujourd'hui dans la quête de la dignité humaine, c'est pas le cas. Aujourd'hui, l'État va pas réquisitionner pour que des gens puissent aller se loger l'hiver et il y a des gens qui vont dormir à la rue. Nous, en tant que communistes, on va faire l'inverse. Mais soigner, sortir de la pénurie alimentaire, ça a été une disposition générale qui reste encore, qui est très attaquée, et dans lequel, tu l'as dit, les médecins ou les agriculteurs, que ce soit cette disposition générale de la dignité du soin ou de pouvoir manger à sa faim, des sociétés occidentales avancées, ne sont qu'un maillon de la chaîne, ne sont qu'un élément. Voilà, c'est pas eux qui sont responsables de cette fonction. Et donc, ce qu'a bien dit Zoé, le sortie du fétichisme de la marchandise, c'est de dire, eux, ils remplissent cette fonction. Non, c'est la société qui remplit cette fonction et qui leur donne une place particulière, etc. Et on doit sortir de cette fonction fétichiste pour justement être beaucoup plus démocratique et rappeler les conditions d'exercice, de possibilité de ces gens-là. Et souvent, on navigue, et là on le voit, quand ils sont en crise, ils appellent l'État, quand ils sont pas en crise, voilà, ils sont entre les deux, entre le fétichisme libéral où ils ont l'impression que c'est qu'eux qui délivrent du soin, et puis à un moment donné, les nécessités de la collectivité quand il faut justement leur donner un petit peu moins de contraintes ou les aider ou rehausser leurs tarifs, voilà, donc c'est très intéressant. Je le rappelle, le travail du prolétariat, le travail des communistes, c'est de sortir du fétichisme de la marchandise, de faire croire que des choses, des marchandises, des services ne sont pratiqués que pour la volonté de certains individus ou les compétences de certains individus, indépendamment des rapports sociaux et des rapports de classe totaux de la société. C'est ça, fondamentalement, le sorti du fétichisme de la marchandise. Tout service et marchandise est l'intégration totale des rapports de classe et de la division du travail qu'elle contient. Exactement. Et tu vois, juste pour finir sur ce patient qui dit, voilà, 30 € c'est le prix d'une coupe chez le coiffeur. Alors ça, c'est très fréquent chez les médecins, c'est de comparer nos tarifs. Mais alors là, pour le coup, c'est très fétichiste. De comparer les choses en équivalent prix, c'est-à-dire en équivalent valeur d'échange. Vraiment, Ouais. alors là, pour le coup, on est dans le livre 1 du Capital. Extrêmement fréquent de nous comparer aux réparateurs de machines à laver, aux garagistes, aux coiffeurs, tu vois, aux boulangers, etc., etc. Parler du chiffre de l'acte, on va revenir dessus, mais un médecin généraliste déjà n'est pas rémunéré que par les actes qu'il fait. On a aussi des primes annuelles qu'on touche de la Sécu. C'est des grosses primes. Hein. Moi, c'est 20 000 € par an. Hein. Je me permets quand même de rappeler ce chiffre. Moi, mes primes, ça représente 20% du chiffre d'affaires, quoi, à peu près, un peu moins, je pense. On a, en tant que médecin généraliste, installé médecin traitant, hein, je précise. On a déjà ce qu'on appelle le forfait patient médecin traitant. Donc ça, c'est par patient que vous avez déclaré un médecin traitant, on vous rémunère un truc. Alors ça a une forme de fonction parce que la tarification à l'acte, c'est nul à chier, d'accord ? Et qu'il y a une grosse partie de notre boulot en médecine générale qui est du boulot de coordination des soins. Par exemple, je reçois la prise de sang de mon patient, la prise de sang est pas bonne, il faut que j'appelle le spécialiste en lui disant, voilà, en fait, les globules rouges ont encore baissé, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous faites une hospitalisation programmée pour faire un bilan pour savoir d'où vient cette anémie ? Je vais continuer à le surveiller parce qu'en tout tel taux, il faudra le transfuser. Est-ce que vous pourrez le convoquer directement ? Enfin voilà, tout ça, c'est du boulot où j'ai pas le patient en face de moi pour faire passer sa carte vitale pour me faire régler. Et donc, plutôt que se dire la tarification à l'acte, c'est complètement con, arrêtons de nous tarifer à l'acte, on se dit, du coup, il va falloir des rémunérations en plus pour compter ce temps. Et donc, en fonction de l'âge de tes patients, de s'ils ont une maladie chronique ou pas, tu as une somme par an. Donc, par exemple, pour un adulte de moins de 80 ans, en bonne santé, qui n'a pas de maladie chronique, c'est 6 € par patient. Mais pour un patient de plus de 80 ans qui a une maladie chronique, c'est 70 € par an. Donc tu vois, moi, ça déjà, ce type de patient, pour un adulte qui a une maladie chronique, c'est 42 € par an. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Moi, par exemple, des patients qui ont des maladies chroniques, j'en ai à peu près 200. Ça fait une grosse masse de personnes. T'imagines la thune que ça fait plus de 10 000 € de rémunération, quoi. Moi, j'ai entendu un lapsus, tu as voulu dire maladie chronique et tu as dit Macronie. Pour moi, c'est pareil. Globalement, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a ces rémunérations-là. On a des rémunérations, ce qu'on appelle la ROSP, la rémunération sur objectif de prescription, où là, tu as des objectifs qui te sont fixés par la Sécu. Ça change chaque année. Je sais pas, le nombre de patients qui se sont vaccinés pour la grippe dans ceux qui sont éligibles. Est-ce que tu prescris plutôt des génériques que des médicaments commerciaux ? Alors, je rappelle que les médicaments commerciaux, c'est juste la marque du laboratoire qui a posé le brevet dessus. Et les génériques, c'est la même molécule, mais qui est produite à moins cher parce que sur un brevet libre.
Voilà. Donc est-ce que tu prescris ça? Je sais pas. Ce qui devrait même pas exister sous le communisme. Mais est-ce que, je sais pas, les enfants sont tous vaccinés pour la rougeole dans ceux que tu suis? Enfin voilà, tu vois, c'est des objectifs comme ça. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle le forfait structure, qui est lié à la manière dont ton cabinet est organisé, l'accessibilité, le machin, le truc. Enfin voilà. Une fois que tu as fait tout ça, est-ce que tu envoies tes arrêts de travail plutôt par informatique que par papier parce que ça fait moins de boulot pour la Sécu? Tu vois, ce genre de truc. Et donc on a plein d'indicateurs comme ça. Et à la fin, ça fait une grosse somme qu'on touche en plusieurs fois sur l'année suivante. Donc en fait, on n'est pas que rémunéré à l'acte déjà. On ne sait pas que le prix de nos consultations. Et puis ensuite, dans le prix de ces consultations, pour savoir si 30 € c'est suffisant ou pas, il faut toujours poser la même question au médecin. Combien tu gagnes à la fin? Le revenu moyen net d'un médecin généraliste, je le rappelle, c'est 6 500 € net par mois pour en moyenne 52 heures de travail par semaine. C'est quoi l'amplitude? Je veux dire, c'est quoi le... Les fourchettes? Ouais. L'amplitude est énorme parce que j'allais dire celle qui touche le moins, parce que c'est en grande majorité des femmes. Il y a une grosse disparité de revenus dans la médecine libérale entre les hommes et les femmes. Parce que les femmes, en général, ont du travail domestique que les hommes ont moins. Donc, sont à vont 80%. par exemple prendre leur mercredi, etc. Essayer de finir plus tôt pour pouvoir s'occuper des enfants de temps en temps dans la semaine. Alors que la médecine générale à l'ancienne, où tu faisais 7h, 23h du lundi au samedi, en fait, quand c'est toi, bobonne à la maison, c'est compliqué. Et puis même, c'est plus l'aspiration de la nouvelle génération. Tu vois, moi, j'ai envie de voir mes gamines, en fait, parfois. J'ai pas envie de bosser de 7h à 23h. C'est vrai que moi j'ai déjà vu, elle l'appelle madame, c'est un peu gênant quand on... Qui est cette dame? Alors, je me permets de rappeler aussi, parce que je parlais du nombre de primes et tout, que moi je suis parmi les médecins généralistes les moins payés de France. Alors aussi parce que sur ma part libérale, je suis à temps partiel. Je suis à 3/4 du temps sur ma part libérale et j'ai 1/4 du temps à côté où je suis salarié. Là, je change de salarié actuellement, mais à partir de février, je vais aller travailler dans un hôpital local 1 jour par semaine. Bravo, Docteur Zoré, rejoins le glorieux salariat révolutionnaire. C'est ça, mais je retourne à l'hôpital public un petit peu parce que, écoutez, voilà, ça me manquait. Bon, ça va être la sauce, parce que j'arrive dans un hôpital qui va pas très bien, mais bon. Écoutez, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aillent bien. Mais... Voilà, c'est ça. Mais bon, de toute façon, soigner sous la France à Macron, c'est compliqué. Et donc, sur cette part libérale, moi, j'ai des primes, etc., qui sont au prorata de mon temps de travail et donc qui sont moins élevées que la moyenne de mes confrères. Et donc, la fourchette, on va dire que les médecins généralistes les moins payés, entre guillemets, en équivalent temps plein, on va être autour de 3 500, 4 000 €. Ça va, tu vois. Enfin, moi, je trouve que ça va personnellement. Et après, sur la fourchette haute, tu peux passer très haut parce que si tu fais des consultations toutes les 10 minutes, que t'as pas de secrétariat sur place, donc que t'as moins de charges, entre guillemets. Alors, je rappelle que les secrétaires ne sont pas des charges, elles sont des aides. Merci infiniment aux secrétaires médicales qui travaillent avec moi. Elles sont incroyables et elles me permettent de travailler dans de bien meilleures conditions de travail que si elles n'étaient pas là. Donc vraiment, merci à elles. Elles sont plus indispensables que moi dans ce cabinet, je pense, sincèrement. Et donc, des médecins qui ont peu de charges de cabinet, qui font énormément d'actes avec beaucoup d'amplitude horaire, mais c'est des mecs qui peuvent taper 10-15 000 € par mois, quoi. Donc, si tu veux, alors c'est pas la majorité des médecins généralistes, mais ça existe. Alors après, quant à savoir si tu peux faire de la médecine générale de qualité en faisant des créneaux de 7 minutes pour le temps de voir ton patient, lui demander pourquoi il vient, le laisser s'exprimer, l'examiner, lui expliquer ce que tu vas faire, lui dire pourquoi il faut qu'il revienne, etc. Bon, moi, ça me semble un peu compliqué, mais après, je ne veux pas juger. Je suis parfaitement confraternelle. Donc, désolé, on fait une longue capsule aujourd'hui, mais c'est que c'est vraiment l'occasion de revenir sur tout le fonctionnement de ces trucs-là. Et en fait, il faut que vous sachiez ce que je suis en train de vous expliquer pour pas vous faire enfumer quand vous entendez des argumentaires. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a, je le dis en toute confraternité, parfois un peu de manque d'honnêteté sur la réalité de ce que nous touchons et de quelles sont nos difficultés. Moi, mes problèmes, il y a plein de problèmes dans mon boulot. Vraiment, mon problème n'est pas la rémunération. Vraiment. Et je suis un des médecins les moins bien payés de France. Je rappelle, moi, sur ma part libérale, je dois toucher à peu près 3 500 € par mois, à peu près. Et sur ma part salariée, je vais toucher à peu près 1 000 €. Voilà. Donc on est à peu près à 4 500 € par mois. Oui, de toute façon, il suffit juste de se poser la question de ce que c'est 4 500 € par mois pour que tout le monde comprenne que c'est énorme. Je crois que ça doit faire partie des 10% les gens les plus... Alors, je suis à 10%, ouais, je crois. Ouais, c'est dans les 10% 8 les plus 10%, riches. 8-10% les salariés qui ont le meilleur salaire de France. Les mieux rémunérés, ouais. Après, faut vous donner une ordre d'idée. La courbe, c'est vraiment... ça monte pas vite. Puis hop, à la fin... Après, ça monte très vite. C'est ça. C'est genre... pour les 0,1%, les 1% sont des smicards pour les et pour les 1%, 0,01, les gens qui ont 4500 sont des donc parce que les 1%, je crois qu'ils sont à 12 000, il me semble. 15 000 ou un truc comme ça, et après tu montes à 100, les 0,1 tu montes à 50, 60 000, enfin c'est d'autres planètes, quoi. Donc et c'est intéressant parce que tu te dis 4500, si tu pars de ça, tu te dis et c'est là où on comprend les gens quand ils ont ce rapport là, tu sais, à la marchandise, et ils se disent c'est des gens qui ont fait des études et tout. 4500 € aujourd'hui, c'est 3 SMIC.
Voilà. Donc les gens, je sais pas, sous la RDA, je crois que l'écart de salaire maximum c'était 3,5 ou 4, tu vois. Donc tu te dis, si les gens qui ont fait les plus grosses études, etc., dans une société ont 3 fois le salaire minimum, on est presque sous le communisme en fait, tu vois. Je crois que la FI avait proposé un plafonnement des salaires de 1 à 20. Tu vois, de 1 à 20, c'est déjà énorme. C'est monstrueux. Tu te dis, les gens les plus riches, ils ont le droit à 30 000 euros par mois. Mais qui fait 30 000 Enfin, tu vois, donc là, tu te dis, t'es à niveau de 3 SMIC. C'est pas choquant. Mais à l'intérieur de ce qu'est aujourd'hui le niveau de vie sous un SMIC, vu l'inflation, etc., tout le monde comprend que c'est très confortable d'en avoir 3, voilà, et que c'est pas un problème, effectivement, de rémunération et de survie, quoi. Tout ce que tu n'as pas, tu peux pas te payer quand tu es limité à 4 500 euros. C'est que du confort en fait, tu vois, on n'est plus dans la survie au niveau de 4500. Et puis après, les revenus, c'est pareil, tu sais, les revenus libéraux, alors je me permets de rappeler ça aussi, mais c'est que c'est difficile à estimer des revenus libéraux parce qu'il y a plein de professions libérales qui font passer plein de trucs dans leur charge. Plein de trucs. Tous l'essence de leur bagnole, leur bouffe au resto, le machin, le truc, tu vois. L'ordinateur. Voilà, et c'est pareil pour les agriculteurs, pour toutes les professions libérales, les professions indépendantes. Donc, quand ils te parlent de leurs revenus, tu sais, moi, j'ai vu, là, il y a pas longtemps, des agriculteurs qui disent qu'ils travaillent 150 heures par semaine. Alors là, déjà, j'ai envie de dire, écoutez, les gars, je veux bien croire que vous bossez beaucoup, mais 150 heures par semaine, ça veut dire que vous dormez 3 heures par nuit et que vous bossez le reste du temps, quoi. Il y a 168 heures par semaine. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas possible. Mais, ou alors, tu bosses en dormant, peut-être, hein, mais voilà, c'est ça. Quoi. À ce moment-là, on travaille tous 150 heures semaine, si tu veux. C'est ça. Voilà. Mais une fois que tu as dit ça, c'est difficile d'estimer les revenus des médecins libéraux à cause de ça. Et puis après, il faut regarder aussi, tu vois, l'environnement familial dans lequel tu es. Moi, par exemple, déjà, je ne suis pas mère célibataire, parce que je serais célibataire, tu vois. 4 500 euros, c'est pas la même chose quand ton conjoint gagne lui aussi 4 500 euros. Tu vois, ou si tu élèves toute seule 3 enfants. Alors, ça reste confortable, 4 500 euros pour élever 3 enfants. Mais tu n'as pas du tout le même niveau de richesse. Moi, tu vois, par exemple, j'ai un conjoint qui gagne pas énormément sa vie, qui est en dessous du salaire médian, tu vois, par exemple. Quand on regarde nos revenus de famille avec 2 enfants... Ah bah super, c'est la meuf qui gagne plus. Oui. On en 3 est là. fois plus même. Oui, 3 fois plus. Du coup, tu vois, même avec un conjoint qui gagne pas bien et tout, moi avec 4 500 euros, ça nous met au niveau de revenu médian. On est, pour une famille avec 2 enfants, 500 euros au-dessus du revenu médian d'une famille avec 2 enfants en France. Alors que j'ai un conjoint qui gagne nettement moins que le revenu médian, tu vois. Donc bref, tout ça pour dire que c'est confortable, que moi, mon problème, c'est pas la thune, mon problème, c'est mes conditions de travail, c'est les conditions dans lesquelles sont mes patients, c'est l'organisation globale de la société, c'est des problèmes de femmes dans une société patriarcale, c'est ça mes problèmes en fait, c'est pas ma rémunération. Alors, moi je vais voir qu'on va voir le deuxième extrait que tu m'as mis qui était intéressant. Parce que oui. Du coup, on va voir qu'en fait, peut-être que la façon de se mobiliser traduit aussi un certain style de structure mentale. Donc là, c'est, tu vas nous expliquer après. Oui. Donc c'est un petit short TikTok. Voilà. Là, on avait vu les médecins généralistes, on va en reparler un petit peu parce qu'après, on va écouter Jean-Paul Hamon de la Fédération des médecins de France, invité chez France Info. Et là, on va se regarder un petit short pardon, je rigole de manière parfaitement confraternelle, c'est juste que je suis très heureuse. C'est pas du tout de la moquerie, vraiment. Et je suis parfaitement sincère quand je dis ça. Vous savez que moi, jamais je ne fais de sarcasme, donc voilà. Non, jamais. Donc là, c'est des confrères. Là, pour le coup, on est sur des spécialistes, on est sur des chirurgiens en particulier. Et donc, en fait, il y a aussi en parallèle une mobilisation des spécialistes libéraux. Et là, une mobilisation qui est quand même très axée sur le fait que les rémunérations à l'acte ne sont pas suffisantes. Et là, je vous renvoie à la capsule où on voyait Antoine Léaumont parler avec un médecin, Jean-Paul Hamon, justement, qu'on va voir juste après, où on détaille vraiment bien la tarification à l'acte, les dépassements d'honoraires, comment ça marche, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça. Les secteurs. Et donc, il y a quand même... Moi, j'ai appris les secteurs. Voilà, les secteurs 1, 2, 3, etc. Donc, vous allez apprendre plein de trucs, allez-y. Secteur primaire, secteur secondaire du Capital livre 2 de Karl Marx. Mais là, j'ai appris les secteurs des médecins. C'était vachement bien. C'est ça. Et du coup, ils ont décidé, ces chirurgiens, de se mobiliser. Donc, alors, ils se mobilisent aussi pour d'autres trucs et tout. Mais eux, les trucs sur les arrêts de travail, ils sont très peu concernés. Enfin, ils peuvent aussi arrêter des gens, mais c'est pas sur eux va se mettre la pression sur les arrêts de travail, ça va être sur les médecins généralistes. Et donc eux, c'est vraiment des revendications sur le fait que les tarifs de la Sécu n'ont pas été assez revalorisés, qu'ils ont besoin de pouvoir faire des dépassements d'honoraires. Il y a eu des tentatives d'attaque des dépassements d'honoraires dans le plan de loi de finances de la Sécurité sociale. Donc il y a quand même beaucoup ça qui est sur le devant de la scène là, sur cette mobilisation. Et donc ils ont voulu partir en bus à Bruxelles pendant plusieurs jours pour montrer que qu'en fait ils exilent parce que la France leur veut du mal et que en plus, vous allez voir, ils vont l'expliquer, mais le fait d'être à l'étranger empêche les pouvoirs publics de les réquisitionner pendant le temps de la grève. Et donc, ils ont affrété des cars et ils sont partis en bus
à Bruxelles. On va regarder ça. Une file de bus devant l'Arc de Triomphe. Ils s'apprêtent à embarquer ces 2000 spécialistes. Des chirurgiens, gynécologues, obstétriciens libéraux qui quittent la France pour Bruxelles pendant quelques jours. En grève, ils veulent éviter d'être réquisitionnés. Pour ne pas être réquisitionnés, on quitte le territoire de manière symbolique. Donc on a fermé nos cabinets, on n'opère pas pendant 3 jours. On s'est organisé avec nos patients, bien entendu, on ne va pas laisser les gens sans soins, mais on a tout décalé, on s'est tous organisés et on est tous ici. L'opération Bruxelles est symbolique, c'est l'exil. Vous nous écoutez pas, on n'a pas... C'est marrant de se dire qu'ils font des trucs de libertariens, ils se barrent dans un truc fiscal, tu vois, pour protester, quoi. Là, vraiment, tu te dis, mais ça viendrait à l'idée d'aucun prolétaire, même des réquisitionnables, tu sais, qu'ont depuis Sarkozy l'obligation de travail, etc., dans la fonction publique et tout, de partir à Bruxelles pour pouvoir faire grève, quoi. Moi, je trouve que ça traduit vraiment leur structure mentale, quoi. Je te laisse tes paroles. Moyen d'être représenté, donc on s'en va pour montrer notre importance. Une nouvelle étape d'une mobilisation qui dure depuis le début de la semaine. Hier, 20 000 médecins, selon les organisateurs, ont manifesté à Paris. Pour réduire le déficit de la sécurité sociale, le gouvernement veut encadrer les prescriptions d'arrêt maladie et modifier la tarification. Alors là, je vais pas laisser Zoé répondre par confraternité, mais comme moi j'ai pas de devoir de confraternité, je dis clairement ce qui se passerait si moi j'étais au pouvoir, voilà. Tu pars pour montrer à quel point t'es important, et moi, j'appelle les copains cubains pour venir te remplacer. Et c'est pas je te laisse partir pour pas te réquisitionner, après je te laisse pas re-rentrer, tu vois, ou alors je te laisse re-rentrer pour être aide-soignant. Et avec le salaire d'aide-soignant, tu nous diras si en fait t'étais tant dans la merde que ça sans tes dépassements d'honoraires. Mais t'as de la chance d'être gouverné par des néolibéraux qui prêtent attention à des privilégiés comme toi. Vraiment, là je suis obligé de sortir de mes gonds parce que c'est juste hallucinant. Ces mecs-là qui osent, avec leur argent, partir à Bruxelles comme le Johnny Hallyday lambda, là, comme tous les artistes français ou les start-upers là, qui veulent pas payer d'impôts, pour nous faire croire qu'ils sont si importants que ça. Vraiment, ça me rend un peu fou, quoi. Mais toi, en toute confraternité, je pense que tu les soutiens. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. On peut juste dire que, voilà, moi, je suis confraternelle avec ses confrères. Maintenant, je m'interroge sur est-ce qu'on pourrait pas trouver d'autres types de solutions au problème de la rémunération des chirurgiens. Petit 1, se poser la question de l'ampleur du problème. Et donc ça, la première étape, c'est de commencer par nous dire combien vous êtes rémunérés si vous ne faites pas de dépassement d'honoraires. Je me permets quand même de rappeler ça. Et puis, on veut vraiment un truc un peu détaillé parce qu'on sait qu'en libéral, encore une fois, je pense qu'aucun confrère français ne fait ça, mais peut-être dans d'autres professions libérales, il y a des gens qui, par exemple, font passer l'iPhone de leurs enfants, qui leur offrent à Noël sur les charges. Enfin, voilà, c'est possible, quoi. Ouais. Sinon, l'enfant se barre à Bruxelles, hein. C'est ça d'être médecin, c'est hop, mais... après ils prennent l'exemple des parents. C'est ça. Vérification de certains actes. Ah, ils ont fait des petits happenings là, comme tu le dis. Alors pas trop. Sachez qu'à la fin on vous fait un petit cadeau. On se remet le AK des médecins de 2023 parce que c'était vraiment le meilleur happening de manif de l'histoire des happenings. D'ailleurs, j'ai demandé, donc c'est Médecins pour demain, l'organisation qui avait organisé ce magnifique AK. Donc je vous jure, on va vous le mettre en post-prod, vous allez voir. Conséquence de cette grève, de nombreux patients ont trouvé porte close chez leur médecin cette semaine. Plusieurs dizaines d'hôpitaux ont déclenché le plan blanc qui permet d'ouvrir des lits et de faire appel à du personnel supplémentaire. La grève intervient en pleine épidémie de grippe et de bronchiolite. Voilà, donc... Ce qui est marrant, c'est que justement, ils font ça en pleine épidémie. J'aimerais bien savoir leur avis, là, quand c'est des cheminots, tu sais, qui font des grèves en pleine vacances scolaires. Et que, à mon avis, il y a peut-être des médecins qui trouvent que c'est une prise en otage de faire ça au moment où ils partent au ski, alors que eux, ils font ça au moment où il y a une épidémie. Je sais pas s'ils arrivent à faire le pont entre les deux. Voilà. Alors, il se trouve que... J'aime vraiment ce moment où je suis obligé, où je connais ma Zoé et je la vois comme ça et je pourrais même faire des jeux de mots. En fait, il faut que j'arrive à faire des jeux de mots de médecins où elle peut rien me dire parce que ça enfreindrait la confraternité et là je serais Joker, c'est un jeu de mots que tu ne peux pas attaquer.
Non, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, chez moi, l'hôpital est en plan blanc là depuis 10 jours maintenant, et que alors le plan blanc, c'est censé être une mesure d'exception, genre 3 jours tous les 15 ans parce qu'il y a eu un attentat terroriste ou je sais pas, tu vois, ou une catastrophe naturelle, une tempête et tout avec énormément de dégâts et tout ça. La vérité, c'est que l'an dernier, on a été en plan blanc pendant quasiment un mois, je crois, chez moi, et que là, on est en plan blanc depuis 10 jours et qu'on risque d'y rester après. La grève aggrave le truc, mais c'est pas la cause principale. La cause principale, c'est qu'on n'est pas foutu de comprendre que quand chaque année il y a la bronchiolite et la grippe en même temps et que chaque année on n'a pas assez de places pour hospitaliser, peut-être qu'il faudrait ouvrir des lits. Peut-être, hein. Mais écoutez, visiblement nos pouvoirs publics n'ont pas prévu de faire ça, et donc effectivement cette grève tombe à ce moment-là, et entre ne pas pouvoir prendre son train le 23 décembre et ne pas pouvoir bénéficier d'une assistance respiratoire quand on est en train de mourir de la grippe, je vous laisse faire vous-même la balance entre les deux sur qu'est-ce qui est le plus chiant. On a environ entre 98 et 100% d'activité tous les jours, et dès qu'il y a un épisode, qui soit épidémiologique, qui soit de grève, qui soit de fermeture des cliniques de leurs urgences, tout de suite, nous en avons des effets négatifs dans le fonctionnement de nos urgences. La grève Et là, devrait se poursuivre. il explique très bien, là, le confrère, qu'en fait, le problème... Alors, la grève rajoute le truc et tout, mais il va pas falloir se raconter que l'hôpital va mal, là, en ce moment, à cause de la grève des médecins. L'hôpital va mal parce qu'on est mal organisé, qu'on est à flux tendu en permanence, que la politique du flux tendu qui nous est imposée par le néolibéralisme, parce que tu comprends, gna gna gna, faut vraiment que tout soit plein à ras-bord et tout, que tout soit le plus rentable possible. Chaque centimètre carré de l'hôpital doit être rentable, tu vois. Le fait de penser la politique de l'hôpital et plus largement la politique de l'organisation du système de soins, parce que c'est pas que l'hôpital, c'est aussi la médecine de ville qui est concernée et tout par ces politiques-là. Le fait de le penser comme ça fait que le moindre grain de sable dans la machine fait tout péter, parce qu'on n'a aucune marge d'adaptabilité. C'est une catastrophe de s'organiser comme ça, en règle générale, hein. Mais quand votre boulot, c'est la putain de vie des gens, c'est juste horrible, quoi. Ouais, Je me permets quand même de dire en toute confraternité que effectivement, moi, à titre personnel, j'ai passé une énorme semaine de merde, et que moi, à titre personnel, je n'ai pas fait grève car je ne trouve pas ça opportun. Selon les syndicats, elle s'annonce encore plus suivie. Voilà. Et alors là, les amis, on va voir donc Jean-Paul Hamon. Jean-Paul Hamon, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a déjà vu dans la capsule où il fait face à Antoine Néauman sur un plateau. Donc il est de la FMF, la Fédération des médecins de France, qui est une organisation syndicale qui est plutôt à droite, hein, voilà, on va dire. Alors l'immense majorité des organisations syndicales médicales sont plutôt à droite, hein, ou centre-droit. Alors il y en a plein qui se par définissent hasard, comme les patrons. Oui, non, mais il y en a plein qui se définissent comme, tu sais, apolitiques, etc., parce qu'ils ne se situent pas sur l'échiquier politique, mais il y a des revendications qui sont plutôt des revendications de droite, même si je pense qu'eux n'aimeraient pas qu'on leur accole ce qualificatif, enfin, quoique j'en sais rien, en fait. En tout cas, c'est vraiment un agenda de défense de la médecine libérale, c'est-à-dire du modèle de la médecine libérale en soi. Ce qui, comme vous le savez ici, nous, on défend plutôt une médecine démarchandisée, avec des médecins salariés, etc. Bien que moi, j'ai une partie de ma pratique qui soit en libéral, et c'est pas un choix, c'est parce que dans l'endroit où je vis, j'ai pas d'offre de salariat. Moi, j'aurais une offre de salariat, je pense que je la prendrais pour faire de la médecine libérale. Il se trouve que ce n'est pas le cas, et que je n'ai pas envie de ne plus soigner les gens que je soigne sur mon secteur. Ça nécessiterait que j'aille travailler loin et que je lâche mes patients, et je n'ai pas envie de lâcher mes patients. Donc voilà. Et d'ailleurs, je les salue, mes patients. Tu sais que j'ai des patients qui regardent les vidéos. Ça me fait trop rire. Je me dis, putain, il doit halluciner. Patients les mieux soignés et les mieux formés en politique de France, quoi. Non, je fais pas trop de politique quand je... Enfin, bon, ah non, mais justement, s'ils regardent les capsules entre deux consultes... C'est non, ça. Mais voilà, je les salue s'ils regardent bonjour mes patients. Un truc intéressant, c'est quand même que... Tu te dis, mais en fait, on passe tellement de temps à tarifer les trucs, les actes, les machins... Et tu te dis, mais en fait, ce serait tellement plus simplificateur de faire, tu sais, j'ai des critiques à faire avec Friot, son salaire à vie. Mais les premiers qu'on pourrait faire pour ça, c'est les médecins. On leur donne un indice, boum, vous sortez de la fac de médecine, médecin généraliste, c'est 8000 par mois. J'en sais rien, moi. Non, mais j'y connais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, peu importe combien vous faites de consultations, et puis, tu vois, salaire à vie, voilà, ce serait beaucoup plus simple que cette gestion de... Alors la cotation, machin, est-ce qu'il a respecté, est-ce qu'il a fait un nombre de ci, de ça, tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, tu sais, genre comme les profs, quoi, tu vois, genre les profs, personne n'oserait dire, attends, on va compter le nombre d'heures de cours avec un quotient s'il y a 25 élèves par classe, mais personne n'a envie de se dire que, tu vois...
Les profs En vrai, ils ont déjà un peu ça, les profs, tu Non, mais sais, c'est d'avoir ça. des bonus si tu Ouais. bosses en rep, des machins, ils ont déjà un peu ça. Hein. Mm. Et la possibilité de faire des heures Mais en tu vois, plus, si tout ce truc. on le mettait au niveau des médecins, ce serait Mais un non, délire. là, ça serait délirant, c'est-à-dire que tu as un élève dyslexique, ça compte 1,4, ça serait n'importe quoi. Après, moi, mentalité un peu libérale de certains profs, je suis sûr qu'il y en a qui Bah oui, il y en a qui aimeraient bien. mais, aimeraient bien. Et donc, on va écouter donc Jean-Paul Hamon, qui est invité à France Info. Vous voyez, le sous-titre, c'est « Les médecins libéraux contre une dérive autoritaire ». Et vraiment, on vous en a parlé au début de la capsule, mais c'est très intéressant, cette vision de l'autoritarisme, qui n'est pas une vision, en fait, de l'approche comptable et de ne pas partir des besoins, mais qui est une vision de liberté en soi de l'activité médicale. Et le père de Benoît Hamon, je le rappelle. Non, c'est pas vrai. Enfin, j'en sais rien, remarque, mais je crois que je crois pas. Cette théorie me Ouais, plaît. Donc en elle vrai, est j'en vraie. sais rien. J'en sais rien non plus. Fact-checker les gens. Vous avez été, monsieur Hamon, de toutes les luttes professionnelles. On ne va pas cacher votre âge, vous avez bientôt 80 ans. Cette grève sans précédent, elle était inévitable ? Elle était inévitable parce que ça couvait depuis le Covid où les médecins, les infirmiers avaient été en première ligne sans aucun moyen. Moi, la capsule est assez longue, elle est quand même très importante et très didactique, donc c'est une capsule du samedi, donc les gens, vous êtes contents. C'est petit style de... Il n'y a que les médecins qui mettent leurs lunettes comme ça. C'est vraiment, t'as l'impression qu'il va te dire, sortez votre carte vitale. C'est vrai que monsieur Hamon, il a vraiment un style très médecin dans son ethos. Mais tu sais, c'est les médecins généralistes historiques. En plus, tu veux, c'est une génération, et tu sais, en vrai, j'ai plein de critiques à faire sur la manière dont la corporation médicale s'est constituée, etc. Mais en vrai, cette génération de médecins, tu parlais tout à l'heure de ce médecin qui a vu ta gamine qui a 75 ans, tu vois. Moi, sur mon secteur, j'ai des confrères qui bossent à plus de 70 ans. Franchement, s'ils bossaient pas, on est déjà sous l'eau de fou. S'ils bossaient pas, ça serait un enfer. Et en vrai, tu vois, j'ai quand même du respect pour ça, vraiment. Et je me dis, mais cette énergie, tu vois, ce côté un peu sacerdotal de la médecine et tout, le fait que ça soit au service d'un truc hyper libéral d'entreprise médicale, ça me fume. Alors que ça pourrait être de l'énergie qui est mise au service de l'intérêt général dans un autre système, tu vois, ça serait tellement plus intéressant. Et puis après, moi, dans l'absolu, j'aimerais qu'on s'organise pour que les confrères qui ont 75 piges, ils soient peinards à s'occuper de leurs petits-enfants et à se mettre dans leur assaut de quartier, tu vois. Et éventuellement, tu sais, je sais pas, ils pourraient, tu sais, les médecins retraités qui ont envie de continuer à faire des trucs et tout, parce que moi, j'imagine qu'à la retraite, t'as pas forcément envie de rien faire, tu vois, t'as envie de continuer. Ils pourraient faire, je sais pas, des journées d'éducation thérapeutique avec les gens dans leur quartier et tout, ça serait trop bien, tu sais, former les gens eux-mêmes à transmettre du savoir, quoi. Mais de fou. Ah putain, et franchement... je te dis, je suis vraiment partagée entre, d'un côté, tu vois, le discours qui peut être tenu parfois, genre, ouais, moi, je bossais de 7h à 23h, nanana, et tout. T'as envie de dire, mais pourquoi cette vie, tu vois? Et d'un autre côté, le fait que les gars, en fait, ils arrivent à cet âge-là, au moment où on n'a plus de médecins. Je rappelle qu'un médecin généraliste sur 3 a plus de 60 ans actuellement en France. C'est une catastrophe absolue, alors qu'on est au creux de la désertification médicale et que, au vu du nombre qu'on n'a pas assez formé avant, là, en fait, on est dans la merde pour encore au moins 5 à 10 ans, mais dans une merde, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que même en faisant tout nickel, bien, le mieux possible de l'organisation, ça va quand même être la sauce, quoi. Et voilà, bref, Non, mais je le disais, je suis fumée, en fait. Je le disais, c'est intéressant parce que c'est... Je le disais par affection qu'il ressemblait à un médecin, comme on se le représente, etc. Et en fait, ce que tu décris me fait penser un peu à ce qu'on appelait les hussards de la République, tu vois, qui sont aujourd'hui très fétichisés. Alors, j'explique pour les gens, c'était les vrais premiers instituteurs, qui étaient vraiment les laïcards, contre l'école des curés, qui ont beaucoup alphabétisé des gens, donc qui sont aujourd'hui très fétichisés par la droite et l'extrême droite, voilà. Il y a ce prestige-là, en fait, de l'instituteur. Moi, j'ai vraiment, tu sais, c'est vraiment le prestige pour ceux qui connaissent ce livre de La gloire de mon père de Marcel Pagnol, tu vois, qui lui avait un père instituteur et c'est vraiment celui, il fallait qu'il sache tout, il fallait qu'il soit un puits de science, les gens viennent le voir, etc. Et ben, c'est ces mêmes rapports-là de notables, voilà, dans des sociétés libérales, avant la collectivisation. Ce qu'on disait tout à l'heure, des fonctions de soins, d'éducation, étaient très incarnées par des personnes. Effectivement, le fait de les rendre pour tous, désincarne, collectivise, c'est des fois une forme de perte de proximité, mais c'est un gain d'efficacité monstrueux, la division du travail pour l'humanité. Donc il faut garder ces deux approches, et donc là il y a un peu d'affection pour ça, effectivement il y a très le côté médecin, donc je le disais pas par critique, je le disais un peu par affect. Ouais, même si je n'en ai aucun. Rien, sans aucune couverture et surtout sans aucune reconnaissance.
sans aucune reconnaissance. Et là, quand on voit un plan de financement de la sécurité sociale qui est élaboré par le gouvernement et voté par les députés, et qu'on constate l'hostilité des députés à l'égard des médecins qui on leur colle des amendes de 10 000 euros si on va pas consulter le DMP ou si on n'allonge pas le fameux... Ah oui, alors attends. Parce que ça, il y a ça aussi dans les revendications. Il y a beaucoup de revendications différentes. Je suis désolée. Il y a des revendications dont on vous a pas encore parlé. Alors là, il va pas en parler, donc je vous le cite. Il y a un avantage fiscal pour les médecins qui font du cumul emploi-retraite. Et alors, autant vous dire qu'il y a des endroits, genre comme chez moi, le cumul emploi-retraite fait tenir le système de soins actuellement, notamment en ville. Donc, je dis en ville, en fait, c'est la médecine hors hôpital, en ambulatoire. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait dire. Je sais qu'il y a des confrères qui n'aiment pas qu'on utilise le mot ambulatoire, mais bref. Et donc, la médecine hors hôpital tient énormément avec des médecins qui sont en cumul emploi-retraite parce qu'on manque de médecins. Et il y avait un avantage fiscal pour ces personnes qui est attaqué dans la loi de finances de sécurité sociale. Donc, ça, c'est une des revendications aussi pour lesquelles ils gueulent. Et autre truc, dans, on va dire, les modifications qui nous sont faites par la Sécu, il y a actuellement le DMP, vous avez dû en entendre parler, c'est le dossier médical partagé. C'est un dossier médical qui est accolé à votre carte vitale où, en gros, on met tout ce qui concerne votre santé, vos antécédents, les courriers des spécialistes, vos résultats de prise de sang, de radio, etc. L'idée étant de pouvoir centraliser tout votre dossier médical de manière dématérialisée pour que tous les soignants qui ont besoin d'avoir des informations sur votre santé puissent y accéder. Donc, on nous pousse beaucoup à, on va dire, nous, médecins généralistes, implémenter ce DMP parce que, en fait, comme c'est nous les pivots qui recevons tout et tout, c'est nous qui sommes les mieux placés, entre guillemets, pour l'alimenter. Et donc là, on avait des incitations financières assez costauds. Je crois que, alors je sais plus, je crois qu'on nous demandait qu'il y ait pour nos patients avec des maladies chroniques plus de 80% des dossiers médicaux partagés qui soient, on va dire, mis à jour par nous. Et c'était l'équivalent. Alors j'ai peur de vous dire une connerie, j'ai pas révisé avant, je suis désolée. Je crois que c'était 1 800 € la prime pour faire ça. Donc ouais, c'est comme une somme assez rondelette. Alors les médecins vont vous dire, c'est comme quand je vous ai parlé des primes de sécu tout à l'heure sur le forfait médecin traitant, les rémunérations sur objectif. C'est du brut. Donc après, vous payez dessus la CAMF. La CAMF, c'est la caisse de retraite des médecins libéraux. Vous payez l'URSSAF, payez des trucs comme ça. Donc c'est pas du net, mais ça reste quand même vous retirez 30%, quoi. Ça reste quand même des grosses sommes. Ouais. Ah oui, et alors les médecins, leur truc aussi, c'est de retirer l'impôt sur le revenu de leur revenu. C'est d'annoncer le revenu net d'impôt. Ils se prennent pour des assistantes maternelles, en fait, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que maintenant, les salariés, avec le prélèvement à la source... ont aussi, on va dire, leur revenu net d'impôt en tête quand ils parlent de leur revenu net. Mais je veux dire, habituellement, normalement, on ne retire pas les impôts quand on parle de son revenu net. Non. Donc si vous retirez les impôts, ça dépend de combien vous payez d'impôts. Mais des médecins, on va dire, qui gagnent beaucoup, ils sont pas mal imposés. Donc vous retirez, je pense, encore 20-25% d'impôts sur le revenu. Mais donc à la fin, on va dire, tu touches la moitié de ta prime. Bon, je suis désolée, si tu vois, tu as, je sais pas, 30 000 € de prime et que tu en touches la moitié, tu touches quand même 15 000 net. Ça va, quoi. C'est vraiment des trucs de libéraux, ça. C'est vraiment les footballeurs qui parlent comme ça. C'est vraiment drôle, quoi. C'est ça. Et donc là, quand même, tu vois, Jean-Paul Hamon, quand il dit, voilà, les députés nous détestent, etc. Alors, il y a un côté... en fait, là, tu sais, sur leur grève, les médecins prennent très mal le fait que cette grève, elle est assez mal reçue. Alors, en réalité, tu sais, il y a des sondages qui sont sortis et qui annoncent 2/3 de la population qui soutient les médecins pendant leur grève. Mais aussi parce que, tu sais, les gens qu'on a vus au début, là, ont un rapport à leur médecin un peu particulier, quand même, d'attachement et tout ça. Et qu'en fait, cette grève, alors, tu sais, ils n'arrêtent pas de dire, mais non, c'est pas pour ça qu'on fait grève et tout, mais c'est parce que c'est une grève à multiples revendications. Alors, moi, je suis pas contre les mouvements sociaux à multiples revendications. Enfin, tu vois, le 10 septembre, c'était un peu le cas. Mais là, en fait, la vérité, c'est que, tu vois, ils ont toujours tendance à dire, c'est pour l'accès aux soins des patients, c'est pour les patients, on veut sauver la sécu, on veut sauver machin, on veut sauver la sécu de 45. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais tu vois, par exemple, sur Twitter, ils prennent assez cher. Et moi, j'avais un peu pris la parole en disant, mais effectivement, cette grève, pour plein de gens, elle est inaudible. Surtout quand vous parlez des rémunérations, du droit de faire des dépassements d'honoraires, etc. Quand des millions de gens dans ce pays n'ont pas les moyens de se loger, n'ont pas les moyens de se nourrir, n'ont pas les moyens de se chauffer. Et en plus, quand ils doivent aller se faire opérer, on leur annonce des centaines de dépassements d'honoraires, des centaines d'euros, que ce soit de la part du chirurgien ou de l'anesthésiste, par exemple. En fait, ça leur fait péter un câble, quoi, parce qu'ils se disent, mais ce gars-là ne fait pas la queue au Resto du Cœur pour nourrir ses gosses. Il est en train de m'expliquer que moi, je vais devoir débourser des dépassements d'honoraires pour un truc dont j'ai besoin pour ma santé. Tu vois, c'est normal que les gens pètent un plomb, quoi. Enfin, c'est normal. Alors moi, je suis parfaitement confraternelle. Je dis que je suis aussi en empathie avec les gens qui peuvent ne pas bien comprendre les motifs de cette grève, quoi. C'est aparté, mais c'est aussi... un truc fou qu'on a implanté dans les sociétés, en plus de se dire, si on les payait pas aussi cher, il y aurait personne pour soigner. Et je veux dire,
Moi, je suis désolé, mais soigner des gens, c'est noble en soi. C'est pas noble parce que tu peux te payer le forfait de ski à Méribel, tu vois, derrière. Enfin, je veux dire, si des gens, entre mettre des cartons sur une palette ou soigner des gens, ils pouvaient avoir la liberté, justement, de pouvoir choisir et qu'on les forme, qu'on les aide, qu'on les accompagne. Parce que, justement, le fait de faire des études de médecine, c'est pas simplement un choix. C'est dans quel milieu social tu grandis, pourquoi t'as envie de faire ça, comment tes parents te soutiennent, scolairement, financièrement, enfin bon bref. Donc faire croire qu'il y aurait pas de gens qui soignent ou qui protègent ou qui s'occupent ou qui font ce qu'on appelle du care parce que demain il y aurait plus des gros salaires pour les médecins, bah, c'est vraiment une folie quoi, de faire croire que ça tient à leur rémunération. Et peut-être que s'il y avait une autre motivation que la rémunération très élevée pour faire de la médecine, il y aurait d'autres types de profils qui feraient médecine. Exactement. Aussi. Et ça serait pas forcément pour le moins bon, à mon avis. Mais bon, et voilà, à Cuba, les médecins sont pas payés on va dire, de manière délirante par rapport à la moyenne de la population. Et il y a plein de gens qui font des études de médecine et qui sont ravis de pouvoir pratiquer de la médecine. Il y a tellement de médecins à Cuba parce que Cuba a fait le choix de former énormément sa population, en règle générale, mais notamment de former énormément de médecins. Donc, ils en ont énormément. Il y a même des médecins qui sont formés à la médecine et qui font d'autres choses parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, il y a suffisamment de médecins. Donc, ils peuvent aller faire, je sais pas, taxi, machin, enfin, autre chose, quoi. Puis, ils retournent à la médecine plus tard. Et puis, Cuba envoie massivement des médecins à l'étranger. Je vous rappelle que pendant le Covid, il y a des médecins cubains qui sont venus en France pour prêter main forte parce qu'on était en difficulté. Enfin, voilà. Et donc, on peut tout à fait imaginer des systèmes de soins où on forme énormément de médecins qui ne sont pas forcément payés des milliers et des cents, mais une société où tout le monde a des choses suffisantes pour vivre, quoi. Si vous voulez apprendre sur la médecine cubaine, vous pouvez, on vous le met en post-prod, aller voir un très bon échange entre le docteur Zoé et le camarade Grok, ce communiste, sur la médecine. Vous verrez à quel point il y a des choses intéressantes sur Cuba. C'est l'IA de Twitter qui, parfois fou à poil des meufs, est un outil d'harcèlement sexuel pour les mascus d'internet, donc là c'est pas ouf, mais pour vous dire en ce moment, ah oui, alors d'ailleurs je fais une petite incartade, mais nous sommes actuellement en soutien de l'association Résistance et Solidarité qui est en train de lancer une campagne de financement dont vous trouverez le lien dans la barre de description, campagne de financement pour envoyer pour l'instant un conteneur avec du matériel médical à un hôpital pédiatrique à Cuba, à l'hôpital pédiatrique de Santiago. Cuba a bâti un système de soins absolument incroyable au vu des difficultés que les sanctions impérialistes des États-Unis font vivre à cette île depuis plus de 60 ans maintenant. Néanmoins, actuellement, donc vous le savez, le blocus de Cuba s'est aggravé sous Trump et là, ils commencent à être vraiment asphyxiés. Il manque de matériel en fait parce qu'ils ont suffisamment de gens formés, etc. Mais il manque vraiment de matos. Et donc, Résistance et Solidarité organisent l'envoi de matériel. Ils sont en train de faire une campagne de financement. Vous pourrez trouver le lien en barre de description. Merci beaucoup si vous pouvez contribuer parce que ça va aider vraiment les camarades cubains sur place à pouvoir continuer de soigner. Là, on parle d'un hôpital pédiatrique et vous pourrez aller sur le site. Ils détaillent extrêmement bien pourquoi ils demandent telle somme, qu'est-ce qui va servir à quoi. Ils vont utiliser notamment du matériel médical reconditionné, etc. pour pouvoir envoyer là-bas. Et c'est très important. Et je me permets aussi de vous rappeler le teasing. Nous avons une équipe de La Brèche qui est à Cuba et qui est en train de préparer un énorme banger. C'est un de nos gros projets de l'année 2026. On va pouvoir vous en dire plus dans les prochaines semaines et prochains mois. Stay tuned, comme on dit. Je pense que personne n'est prêt pour ce que nous sommes en train de préparer avec les incroyables camarades qui sont là-bas. Et je rappelle aussi que ce ne sont ni Chris, ni Padu, ni moi qui partons à Cuba en vacances avec l'argent du Tipeee. Ouais, c'est un scandale et tout. Je vous rappelle que non seulement nous ne nous payons pas, mais ce n'est pas nous qui partons à Cuba. Nous avons envoyé là-bas des gens extrêmement compétents. Et nous restons ici déjà parce qu'on a du taf. Moi, je ne suis pas en grève et il y a beaucoup de boulot. Mais pas à Bruxelles aussi, non, je ne suis pas à Bruxelles ni à Cuba. Et bref, et là-dessus, il y a un médecin de Twitter qui a le niveau d'intelligence moyen du médecin de Twitter qui s'est mis à dire « Ah ouais, Cuba, c'est vraiment un système incroyable et tout ». Sous sanction américaine, il a demandé à Grok et Grok lui a dit « Bah ouais, gars ». Et Grok explique, vraiment, vous verrez, la recherche pharmaceutique et biotechnologique à Cuba qui est absolument dingo. Les mecs ont mis au point des médicaments de dingue alors qu'ils sont sous blocus de zinzin. Et vraiment, j'ai envie de dire, mes camarades médecins français, regardez l'exemple cubain. Regardez ce qu'ils arrivent à faire avec les moyens qu'ils ont, qui sont mais 100 fois moins bons que les nôtres. Imaginez si on était un peu moins organisés comme des gros abrutis ici, ce qu'on pourrait faire de dingo, aussi bien en termes de recherche pharmaceutique, de production, de qualité de soins, etc. Quand on commence par les besoins et les fins, on trouve toujours les moyens.
quand on commence par les moyens, on en oublie les fins. Voilà, c'est typiquement, voilà, et notre système néolibéral fait passer les moyens avant les fins, et donc à la fin, les fins disparaissent, quoi. Les médicales personnelles, en 20 ans, ils n'ont pas été fichus de mettre un truc qui soit facile à lire, facile à retrouver des examens, il n'y a aucune indexation correcte, donc c'est un bousin absolument Bon, là-dessus, il a raison, inutilisable. J'ai mis le chronomètre l'autre jour pour trouver une ordonnance d'un Ça me fait trop rire qu'il est chronométré. Pardon. Mais oui, non, mais là-dessus, il a raison, Jean-Paul Hamon. Le dossier médical partagé, donc voilà, on vous parlait de ça. C'est une usine à gaz, le truc est mal pensé. Comme la majorité des outils informatiques qu'on utilise en médecine. Mais en fait, parfois, c'est des logiciels privés, c'est encore pire. Alors moi, mon logiciel privé que j'ai au cabinet, c'est Weda. C'est un des gros logiciels médicaux qui est connu en France. Le truc a subi une cyberattaque informatique de zinzin en novembre, avec une fuite des données de dingue. Enfin, bon, on n'a pas de détails, mais on sait qu'il y a eu une fuite de données. Donc ça se trouve, il y a des dossiers médicaux de mes patients qui se baladent et tout. Donc on a dû faire des déclarations à la CNIL, expliquer aux patients comment il allait faire. Le logiciel a été down pendant des jours et des jours. Ça a été un enfer. Enfin bon, il y a un vrai sujet. Tous les camarades qui s'y connaissent en informatique, vraiment, il va falloir penser l'informatique communiste aussi, parce que vraiment, là, c'est plus possible d'avoir que des boîtes privées qui font des trucs à la con, qui ne mettent pas les moyens qu'il faut dans la cybersécurité, dans le développement, etc., pour faire des outils qui sont fonctionnels. Quand il s'agit de logiciels médicaux, on dit tiens, des informations hyper confidentielles que sont les informations médicales des gens, et qu'en plus on en a besoin pour pouvoir s'organiser pour soigner, c'est une catastrophe. Bref, parenthèse fermée. Là-dessus, il a raison, le dossier médical partagé, c'est de l'AD. Après, est-ce que vraiment la solution, c'est juste de dire nous on veut faire comme on veut et choisir chacun notre logiciel, et pas de faire advenir le glorieux communisme pour penser des outils démocratiques informatiques? Je ne sais pas. Non. Endocrinologue, j'ai trouvé l'ordonnance, j'ai pas trouvé le résultat. 5 minutes 42. Est-ce que vous croyez que je vais m'amuser à aller consulter ce truc-là? Mais c'est marrant, c'est quoi au taf, j'en ai des gars comme ça, des vieux de la vieille qui disent ton logiciel, attends, avant on travaillait avec des bons de livraison, tu vois, genre... mais ouais, ils prennent vraiment leur chrono, tu sais. Et ils ont un vrai chrono. Ils prennent pas le chrono que vous avez sur le smartphone, ils savent pas le mettre, ça. Donc, voilà, ils prennent un vrai chrono. Est-ce que vous êtes rémunéré pour ces tâches administratives? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On a un forfait médecin traitant. Oui, merci Jean-Paul. Qui a un rapport avec le nombre de patients qu'on a. Oui, voilà, mais ça, c'est ce on que n'est je vous absolument explique pas rémunéré pour ces tâches-là. Mais surtout, donc, ça veut rien dire. On n'est pas rémunéré pour ces tâches-là. Ça, c'est vraiment, pour un peu, le fétichisme encore. Il est vraiment au boulot, t'entends ça? Mais je suis pas payé pour ça. Mais on est payé pour délivrer un truc final. Toutes les composantes sont nécessaires. Je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, si à un moment donné, tu fais pas l'ordonnance, tu fais pas l'entièreté de ta tâche, quoi. Enfin, c'est une tâche qui ne sert à rien, n'a pas à être faite. S'il l'a fait, c'est qu'elle est utile, donc t'es rémunéré pour ça, tu vois. Enfin, j'insiste, mais c'est vraiment fondamental. Il n'y a pas des tâches qui s'accumulent comme ça, voilà. Le fait de découper les tâches pour les côtés, c'est le début du capitalisme. Le monde normal, c'est faire les choses de manière totale et synthétique. Le fait de découper une tâche humaine en plusieurs étapes et de mettre une valeur, un coût derrière, c'est ça la clé du capitalisme et du fétichisme de la marchandise. Dans toute l'histoire de l'humanité, les gens font des tâches, et même aujourd'hui, vous faites plein de choses sans essayer de savoir quelle valeur ça a. Mettre de la valeur derrière une tâche ou un découpage de cette tâche, c'est vraiment le capitalisme par excellence. C'est vraiment ce qu'il faut abolir. Abolir la valeur, abolir le capitalisme, c'est ça. Et je le dis pour des camarades, par exemple, qui sont loin de ce sujet, mais des camarades féministes. Essayer de mettre de la valeur derrière le travail domestique pour le rendre comparable à l'exploitation salariale, c'est la pire balle dans le pied de toute l'histoire de la lutte contre le capitalisme, en fait. Le monde capitaliste sera abattu quand on abattra justement la valeur et non pas quand on la mettra dans chacun des moments de la vie humaine, quoi. Voilà. D'amende sur le dossier médical personnel. On veut nous coller une amende de 4 000 € si on refuse d'aller consulter dans les déserts médicaux 2 jours par mois. Imaginez ce que ça peut représenter, 15 médecins qui se succèdent dans un territoire. C'est méconnaître ce qu'est ce métier qui est fait de coordination et de continuité des soins. On voit des jeunes étudiants à qui on a collé une 10e année. Ils avaient signé pour 9 et en cours.
Oui, alors ça, c'est... Ils avaient signé pour 9. Bon, voilà, donc ça, très rapidement, je vous explique. Il y a eu une réforme de l'internat de médecine générale où on rajoute une année qui est une année qu'on appelle de docteur junior. Donc, en gros, ils sont thésés, ils ont passé leur thèse, ils sont capables de consulter seuls, mais ils sont encore une dernière année de formation. Alors, la réforme a été faite en annonçant que les jeunes médecins généralistes ne sont pas prêts à s'installer tout de suite après leurs études. C'est pour ça qu'ils font quelques années de remplacement pour se faire la main, entre guillemets. Et donc, en rajoutant une année d'études de plus, où ils vont faire vraiment de la gestion quotidienne du cabinet médical, etc., toujours au même endroit, avoir une file active de patients qui suivent et tout, ils seront peut-être plus prêts à s'installer tout de suite. La vérité, c'est que c'était aussi une réforme qui était pensée avec des postes de docteur junior qui étaient spécifiquement dans les zones désertifiées. Alors, je rappelle que toute la France est désertifiée, donc voilà. Donc, c'était un peu une manière, comme les docteurs juniors des autres spécialités qui ont été mis en place quelques années avant, d'utiliser de la main-d'œuvre à l'hôpital public un petit peu plus longtemps et tout. Il y a aussi cette dimension, on va dire, de gestion de la pénurie médicale par ces moyens. Cette réforme est extrêmement compliquée à mettre en place. La première 10e année va avoir lieu à partir de novembre 2026. Vous le savez, l'instabilité politique fait que nous avons de multiples ministres de la Santé. Je crois qu'on est à 8 ministres de la Santé en 5 ans. Enfin bon, bref. On a une instabilité des ministres de la Santé qui est énorme et qui fait que les décrets d'application de cette loi ont mis énormément de temps à sortir. C'est un enfer à mettre en place. Voilà. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, si on était dans un monde parfait, rajouter des années de formation à la médecine générale ne serait pas un problème en soi, parce que ça ferait des médecins qui sont a priori mieux formés. Dans les pays où il y a des médecines générales de très très haute qualité, je pense aux pays scandinaves par exemple, la médecine générale c'est pas 10 ans, c'est plutôt 11 ou 12. Et donc moi sur le principe, je suis pas du tout contre le fait de rallonger des études, sachant qu'on parle de gens qui travaillent en médecine. À partir de la 7e année, on travaille à temps plein. C'est pas des études, on est sur les bancs de la fac et tout, et on a des examens. Donc voilà, faut aussi se calmer sur le truc du temps d'études et tout. Continue quand même, quoi. Oui, voilà. Enfin, tu vois, on peut pas vraiment dire que c'est je me rajoute une année d'études. Non, tu te rajoutes une année où tu vas gagner un petit peu moins qu'avant. C'est surtout ça, en fait, l'enjeu. Tu peux pas gagner le max tout de suite, quoi. C'est ça le fond du fond, quoi. Donc voilà. Mais ce truc est une usine à gaz parce qu'il est mis en place n'importe comment par des gros cons de macronistes. Voilà. J'ai envie de dire comme tout ce qui touche. Hein, oui, voilà. Voilà. Cours d'études, on leur dit, si ça paraît 9, ça va être 10. Et vous avez des députés qui osent dire, on va distribuer ces médecins dans les zones déficitaires. Distribuer des gens qui ont des bacs plus 10, qui ont des responsabilités telles qu'il y a Ça me fait marrer, ça. Mais on a le droit de distribuer des gens qui ont le CAP. Puis on a même le droit de distribuer des sous-ans avec des immigrations de travail parce qu'on désertifie leur pays. Ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, des bacs plus 10, non, ça, on peut pas les distribuer dans l'intérêt de la population, quoi. Ça, c'est vraiment une parole de classe, là, pour le coup, quoi. Ça me fait vraiment penser, parce qu'on a parlé du féodalisme, ça fait vraiment penser à un moment donné, l'aristocratie qui disait, mais attendez, je comprends pas, là, les ministres de Louis XIV, c'est des bourgeois, et on nous dit, nous, aux seigneurs, quoi faire à Versailles, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est fin de règne, quoi. un suicide tous les 18 jours, on va les distribuer. Vous partez donc ça, c'est vrai. Hein. Les internes de médecine se suicident 3 fois plus que la moyenne de la population à âge égal. Ouais, 3 fois plus de suicides chez les internes de médecine que dans la population générale à âge égal. Et un suicide tous les 18 jours d'un interne en France, ça, c'est des vraies stats. Et donc, il y a une vraie souffrance au travail des jeunes médecins, et particulièrement des jeunes étudiants en médecine. Maintenant, est-ce que la solution, c'est d'augmenter la tarification à l'acte ? Je ne pense pas. Hein. Mais c'est fou, quand même. On va finir avec Arte, la chaîne de collaborationnistes franco-allemande. Non, je sais pas. N'importe quoi. Cette blague est drôle. On va finir avec Arte. Donc, tu nous as mis un petit short là d'une personne. Tu vas nous expliquer qui c'est pour finir là-dessus. Oui, donc ils sont invités aux 28 minutes, je crois. Donc vous allez voir parler Sophie Bauer, qui est présidente du syndicat de la médecine libérale, qui, comme son nom l'indique, défend la médecine libérale aussi. Sophie Bauer, elle est chirurgien cardio-thoracique. Et elle va faire face au professeur André Grimaldi, que vous connaissez peut-être, diabétologue à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital public. André Grimaldi, qui est quand même, on va dire, un professeur de médecine qui a toujours pris des positions assez claires en faveur de l'hôpital public et d'un système de soins publics, formé à la LCR d'ailleurs, pour la petite anecdote, comme dans Jules. les années 70, il me semble. Oui, ouais, alors c'était la LCR d'une autre époque. Mais voilà, donc on va se regarder LCR ça dans les années 70, parce que je crois que la LCR, ça doit être 71, enfin juste après 1968. C'est ça. La liberté d'installation, c'est un des piliers du libéral. Donc on va commencer comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les médecins généralistes sont la On a parlé d'éthos de médecins, pardon. Pour la confraternité, moi je m'en fous, mais donc on va commencer comme ça. Tu sais, on dirait qu'elle dit on va te mettre du Sadobricol 2 mg. On va vraiment, tu sais, on dirait qu'elle fait on dirait vraiment qu'elle fait son diag. Sadobricol, j'aime beaucoup. Hein.
Non, j'invente des médicaments, mais voilà. Mais tu vois, on va commencer comme ça, c'est ouf comment elle parle vraiment comme un médecin qui t'influe un truc, quoi. Voilà. Et donc là, on va parler un peu de liberté d'installation vite fait. Donc elle a dit la liberté d'installation, c'est le pilier de la médecine libérale. Et ensuite, là, elle enchaîne sur les généralistes. Profession la mieux répartie sur le territoire, bien qu'il n'ait pas une obligation d'installation. Les infirmières qui ont des obligations et des restrictions d'installation sont moins bien réparties. Donc, à partir Oui, alors là, bon, enfin, ça, c'est vraiment des études. Quel est le lien cause-conséquence? Donc, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que si on impose aux gens d'aller aux endroits où il manque de médecins, ça va faire une moins bonne répartition? Par quel mécanisme? Je pose la question en toute confraternité. Ça, c'est vraiment, en fait, s'il y a une mauvaise répartition des infirmiers libéraux sur le territoire, moi, j'aimerais bien lire les études, mais je pense qu'il y a d'autres types de choses qui s'expliquent que la non-liberté d'installation qui, par définition, favorise ça se la pourrait. répartition. Comme on l'a dit, pour pouvoir bien répartir, il faut bien mesurer. Donc, on dépiote aussi en France tout un tas de services comme l'adresse, l'INSEE. Parce que nous, on adore les datas pour mesurer où sont les besoins, où sont les disparités, où sont les dissymétries. Effectivement, ce sont aussi des gens qu'on attaque de manière néolibérale en faisant croire que ça sert à rien. Bah, ça sert à savoir où il y a besoin de médecins, où il y en a trop, où il n'y en a pas assez. Et peut-être qu'effectivement, si aujourd'hui, avec le peu qu'il leur laisse de capacité de mesure, même en obligeant les bons médecins aux bons endroits, bah, c'est peut-être que justement, ils ont mal mesuré, on leur a pas donné les moyens de bien mesurer, plutôt que le fait qu'il faudrait mieux laisser la liberté, quoi. Et en plus, juste la liberté du commerce, de l'installation, tu vois, de la production, et c'est le marché capitaliste, par définition, crée du chaos, c'est-à-dire du surplus à un endroit et de la pénurie à un autre. C'est l'histoire même du marché. Donc il n'y a pas de raison pour les médecins ce soit le contraire, tu vois. Enfin... Tu vas voir que le camarade Grimaldi va rattraper, telle la patrouille, notre chère consoeur Sophie Bauer. C'est-il que les gens disent j'ai mis 4 mois à avoir un rendez-vous, il n'y a pas de médecin À partir de là, si vous voulez, on n'est pas des Shiva, on ne peut pas être aux 4 coins de l'hexagone à la fois. Donc on fait ce qu'on peut avec la démographie médicale que les gouvernants successifs nous ont fabriquée. Je me permets de rappeler tout de même que le numerus clausus catastrophiquement bas des années 80 et 90, donc numerus clausus, le nombre de médecins qu'on forme chaque année, qui est encadré depuis les années 70 à la demande, désolé, chers consoeurs, mais d'une partie de la corporation médicale, la partie qui était la plus puissante, qui avait le plus de possibilités d'avoir des leviers et accès aux politiques. Et face à eux, ils sont tombés sur des politiques comptables, exactement les mêmes que nous avons aujourd'hui, qui, plutôt que partir des besoins, veulent partir de budgets comptables et qui ont été très, très, très d'accord pour organiser cette pénurie. Mais la corporation médicale de l'époque a été partie prenante dans ses choix. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on leur balance ça, il y a plein de confrères qui disent oui, mais c'était dans les années 70. Nous, aujourd'hui, nous sommes d'une génération où ce ne sont pas les gens comme nous qui avons pris ces décisions. D'accord, mais qu'est-ce qui a amené à ce type de décision à l'époque, chers confrères et chères consoeurs? Ce qui a amené à ce type de position à l'époque, c'était une corporation orientée vers l'intérêt de la médecine libérale, l'intérêt de la médecine libérale qui est, je suis désolée, mais de limiter le nombre de praticiens qui pratiquent la médecine pour pouvoir, comme on est une entreprise, moins il y a d'entreprises qui font la même chose, plus on a d'activité. Ben oui, quand on est dans une logique de médecine libérale. Même les marxistes reconnaissent que ça existe. Et donc, si vous n'êtes pas capable d'analyser qu'est-ce qui, à l'époque, fait que la corporation s'est positionnée comme ça, et est-on encore dans les mêmes dynamiques aujourd'hui? Moi, je pense que oui, vu les discours qu'on a entendus aujourd'hui. Et ben, du coup, même si c'est pas vous, clairement, dans les années 70 qui avez mis en place ça, vous perpétuez le mode de pensée, le mode d'organisation du soin qui crée ce genre de décision catastrophique. Et je dis ça, évidemment, en toute confraternité, il s'agit du débat démocratique de base que nous pouvons avoir entre nous. Si, puis ils s'installent là où ils veulent. Et comme par hasard, ils s'installent plutôt au sud qu'au nord, plutôt là où les gens ont les moyens de payer que là où ils n'ont pas les moyens de payer. Et à leur place, je ferai pareil. Comprenez bien, parce que vous n'êtes pas comme un enseignant qui va pouvoir changer au fur et à mesure. Or, la solution, elle existe. C'est quoi? Eh bien, regardez à Marseille ce qui se passe. Les malades sont dans les quartiers nord. Les médecins sont installés dans les quartiers sud. Aïe. Là, c'est bizarre parce qu'ils ont le droit de s'installer, mais ils ne sont pas allés dans les quartiers nord. Du coup, ça ne correspond pas à ce qu'elle a dit la dame. Regarde, Grimaldi va venir expliquer. Là, en fait, ce qu'il a dit juste avant, on l'a un peu coupé, mais c'est que c'est le principe de la médecine libérale qui veut ça. Ils vont plutôt au nord qu'au sud, ils vont plutôt là où les gens ont les moyens que pas. Et Grimaldi va mettre le doigt sur le fond du problème et sur, du coup, la solution. De Marseille, géré par un bon directeur, a décidé avec l'équipe médicale de créer des centres de santé dans les quartiers nord. Fallait y penser quand même.
Vous avez compris, là, on parle de centres de santé qui sont dépendants de l'hôpital public de Marseille et donc qui sont des centres qui offrent des postes salariés, pas des postes libéraux. Mais c'est intéressant parce que du coup, quand j'ai dit fallait y penser, c'est pas pour me moquer, je trouve ça très bien. Mais en fait, quand il réfléchit, genre. Mais c'est évident 9 personnes sur 10 mais bien sûr que c'est du bon sens en fait, tu vois. Mais c'est évident que c'est ça la solution. On vit dans une société néolibérale, mais on en reparlera de ça, où 9 personnes sur 10 te disent mais attendez, pourquoi ceux qui sont au sud on ne trouve pas un dispositif pour aller qui aillent au nord. 9 personnes sur 10 tu dis bah oui faisons ça. Et il y a un gars sur 10, un macroniste de Sciences Po Léna, qui vient dire non, en fonction de l'article 143 de la convention tu vois, vraiment des types ils sont là pour te dire ce n'est pas possible, tu vois. Et vraiment quand on dit en haut ils ne peuvent plus, c'est vraiment ça, ils sont là pour te faire croire que ce n'est pas possible. Et dans les centres de santé, il peut y avoir des médecins spécialistes qui vont à la demande. Il y a des généralistes, il y a des équipes, il y a des infirmières, il y a des assistants, et ils peuvent avoir une carrière. Ils peuvent commencer là, y rester s'ils s'y plaisent, pouvoir muter, pouvoir bouger. Non, parce que le libéral, en général, il reste avec sa clientèle. Or, évidemment, ils vont être à force de patientèle. Ceux qui... Désolé, mais c'est le mot clientèle me hérisse le poil quand on parle de médecine. Ouais, mais je pense qu'il y en a pour beaucoup que ça choque pas. La médecine libérale peut pas répondre aux besoins de la population. Et que c'est le rôle de l'État. La liberté. Banger. Bah oui, il a raison. En fait, il a raison, si vous voulez. Quand on se pose la question de comment on va faire pour que tout le monde puisse être soigné, où qu'il soit, qui qu'il soit, quels que soient ses moyens, vous ne pouvez pas faire reposer ça sur un système de médecine libérale. Le système de médecine libérale, qu'on te présente comme vertueux, etc., a pu, on va dire, coexister à côté du système de soins publics quand le système de soins publics fonctionnait correctement. Et du coup, ça permettait d'avoir une espèce de coexistence qui, de toute façon, allait entrer en contradiction à un moment. Et c'est pour ça qu'il y a eu des mobilisations de médecins libéraux depuis le début, en fait. Historiquement, les médecins ont été... La corporation médicale, dans sa majorité, a été contre la mise en place de la sécurité sociale. Et puis ensuite, ils y ont vu un intérêt parce que qui dit sécurité sociale dit solvabilisation des gens. Dans les années 40, 30, 20, il y avait beaucoup moins de médecins alors qu'il n'y avait pas de numerus clausus, mais aussi parce que les gens n'avaient pas la thune pour aller voir le médecin aussi souvent qu'ils en avaient besoin pour leur santé. Et donc, mécaniquement, moins de médecins pouvaient vivre de la médecine. Tu vois. Ouais, et puis tu avais plein de médecins qui galéraient. Pour ceux qui n'ont pas lu Louis-Ferdinand Céline, mais dans Voyage au bout de la nuit, tu vois, le Bardamus, c'est un espèce de médecin, mais qui est en galère parce qu'il est dans des quartiers où les gens ne peuvent pas payer le médecin. Enfin, tu vois, tu avais plein de petits médecins comme ça. Ouais. Voilà. Et en fait, la solvabilisation des patients par l'assurance maladie publique, c'est-à-dire la sécurité sociale, a permis aux médecins de pouvoir être plus nombreux, d'avoir des revenus assurés, etc., etc. Et là, maintenant que le système entre en crise à cause de la crise du néolibéralisme, et une crise qui a été aussi créée, encore une fois, en partie par la corporation médicale et par le néolibéralisme, vraiment, quoi. C'est-à-dire cette crise de la démographie médicale, de la pénurie de médecins organisés, etc. On est vraiment face à un système qui est à bout de souffle, de souffle. Et la réalité, c'est que dans tout ça, oui, effectivement, il y a des médecins qui sont en souffrance dans leur métier, vu la manière dont on les fait travailler actuellement. Mais se raconter que la solution, ça va être de laisser encore plus la médecine libérale pouvoir fonctionner de manière totalement non régulée, etc., c'est vraiment décider de faire fi des vrais problèmes face auxquels on est, quoi. Et là, tu vois, quand Grimaldi dit « ça va pas pouvoir être des petits entrepreneurs médicaux », qui vont régler le problème actuel de l'accès aux soins. Notamment, là, il prend l'exemple des quartiers populaires de Marseille, mais dans les zones rurales, dans les machins, dans les endroits qui ne sont pas attractifs quand on est un patron d'entreprise médicale. Eh ben, tant que vous dites pas, ça doit être la puissance publique qui prend le relais, vous ne comprenez rien. Et tu vois, ce truc de tordre le bras de la liberté d'installation, on a fait des vidéos sur la liberté d'installation. Alors, je vous rappelle qu'actuellement, tout est désertifié en France, 87% du territoire. Et donc, vous pouvez mettre tous les trucs que vous voulez. En fait, on n'est numériquement pas assez nombreux. Donc là, pour l'immédiat, là, pour les 10 prochaines années, ça ne va rien changer. Mais ensuite, moi, j'ai envie de dire, vraiment, quelqu'un de gauche qui arrive au pouvoir, vous savez que dans les nouvelles promotions de médecine générale, il y en a plein qui n'ont plus envie du modèle de la médecine libérale. Plus de 40% des jeunes médecins généralistes veulent du salariat. C'est une aubaine absolue pour la gauche. C'est une aubaine absolue. Il faut donc massivement construire des centres de santé publics. Vous voulez régler le problème de la désertification médicale ? Vous ouvrez des postes publics. C'est pas les gens qui ouvrent leur propre petite entreprise là où ils veulent. Vous ouvrez des postes et les gens pourvoient les postes que vous ouvrez. Et donc, vous ouvrez des postes aux endroits où il y a besoin. Vous ouvrez massivement des centres de santé publics
avec la possibilité pour les médecins généralistes de travailler, comme l'explique le professeur Grimaldi, en pluriprofessionnalité, dans de bonnes conditions, avec plein de soignants différents, des kinés, des sages-femmes, des infirmières, des psychologues, éventuellement des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des éduques, etc. Et on essaye de faire un projet de soins qui soit adapté au territoire, éventuellement en association avec les patients, tout ça financé par une sécurité sociale, gérée par les cotisants. Et là, vous allez sortir de la logique, la Sécu fait le flic budgétaire et la médecine libérale joue sa petite partition de patron d'entreprise médicale. Parce que dans ce système-là, Sécu comptable versus entreprise médicale, jamais vous n'aurez de place pour l'intérêt général et l'intérêt de tous, et notamment l'intérêt de ceux qui sont les plus vulnérables de la société, les personnes les plus précarisées, les plus isolées, etc., etc. Et désolé, mais normalement, quand on veut penser un système de soins, on le pense de la manière la plus égalitaire possible et la plus accessible possible pour tout le monde. Chaque être humain qui a son pied sur le territoire français doit pouvoir être soigné de la meilleure manière qui soit. Jamais il ne doit être face à un médecin qui se pose la question de est-ce que je vais faire tel acte ou tel acte parce que c'est rentable ou pas? Est-ce que je vais aller le soigner à tel endroit parce que moi j'ai pas envie de vivre là? Est-ce que ce patient a suffisamment d'argent pour payer le dépassement d'honoraires nécessaire pour que je rentre dans mes charges et je sais pas quoi? Non, en fait. Non, ce système est à bout de souffle, il faut en prendre acte. Et moi, je suis désolée, mais cette grève médicale, quand on me parle d'avoir au cœur l'accès aux soins des patients, etc., quand on me dit qu'il y a des actes non rentables, qu'on est obligé de faire des dépassements d'honoraires, vous n'êtes pas crédible tant que vous ne parlez pas de mettre fin à la tarification à l'acte, de mettre fin à la marchandisation du soin, de mettre fin à la présence des complémentaires santé, parce que ça, c'est aussi très critiqué par les médecins, mais sans jamais parler de 100% sécu, clairement. À un moment, il va falloir être un peu conséquent, je suis désolée. Et moi, je pense notamment à la nouvelle génération qui arrive en médecine, qui arrive effectivement au moment où le système de soins est extrêmement dégradé. C'est très très dur d'être un jeune médecin généraliste qui arrive aujourd'hui dans la France à Macron en 2026 avec l'état du système de soins qu'on a. C'est extrêmement difficile. Et moi, je mesure vraiment l'angoisse qu'il peut y avoir chez mes jeunes confrères et consoeurs. Je me permets quand même de rappeler que cette angoisse-là, j'ai strictement la même pour tous les patients de France, d'accord, pour tous les soignants de France, les jeunes aides-soignantes, les jeunes infirmières, les jeunes kinés, les jeunes aides à domicile, voilà. Toute cette nouvelle génération de gens qui veulent prendre soin et qui arrivent dans un moment hyper dégradé, c'est la seule chose qu'on a à leur proposer, c'est défense de la médecine libérale à tout prix, etc. Et en plus qu'on voit des organisations syndicales qui, je suis désolée, mais sont aux abonnés absents quand François Bayrou annonce le doublement des franchises médicales, quand on parle de majorer les jours de carence pour les gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont malades et qui ne peuvent pas travailler, ce sont des choses proprement scandaleuses et je suis littéralement consternée de me dire que nous, la profession médicale, nous ne sommes pas en première ligne sur cette question-là. Et donc, désolé, chers confrères et chers consoeurs, mais vous n'êtes pas audibles en disant que vous avez l'intérêt des patients à cœur si vous ne vous impliquez pas dans ces luttes qui sont les luttes des travailleurs, les luttes des usagers du système de soins. Donc, vraiment, moi, je fais un appel solennel aux différents médecins qui pourraient m'écouter, mais soyons conséquents. Le modèle de la médecine libérale tel qu'il existe ne peut pas résoudre les problèmes. Et je sais qu'en disant ça, je vous le dis, je prends des risques. Parce que, par exemple, Jérôme Marty, de l'UFML, l'Union française pour la médecine libérale, je crois que c'est ça l'acronyme, pareil, une organisation syndicale médicale, a annoncé il y a 15 jours porter plainte contre le syndicat Sud Santé qui a fait un tract où il explique qu'il critique les dépassements d'honoraires et le modèle de la médecine libérale en soi. Jérôme Marty a annoncé que son organisation allait porter plainte contre ce syndicat. C'est-à-dire que là, on ne peut même plus discuter. On est à un point où on ne peut plus soigner nos patients, où la mortalité périnatale est en train d'augmenter en France. D'accord ? On est dans ces niveaux-là de gravité d'atteinte au système de soins, où les hôpitaux sont en plan blanc tellement on n'est pas organisé pour gérer les épidémies hivernales, où on a des internes qui se suicident 3 fois plus que la moyenne de la population, où les arrêts de travail explosent parce que les gens sont en souffrance, etc. Il y a une crise du capitalisme mondial, ça va se raidir. Et toi, tu portes plainte contre des gens qui ont un débat démocratique de base qui est de se poser la question de l'efficience du modèle de la médecine libérale dans un moment où vraisemblablement ça ne va pas permettre de résoudre les problèmes. Donc moi je sais que quand je fais ça, et je vous le dis, je prends des risques. Je prends le risque que des gens de ces organisations syndicales-là décident que je n'ai pas le droit de critiquer le modèle de la médecine libérale en soi et qui portent plainte contre moi pour non-respect de la confraternité. Et je vais vous le dire, moi, j'ai pas spécialement mes entrées au Conseil de l'Ordre, etc. Si ces gens portent plainte, je peux prendre très très cher, c'est-à-dire que je peux prendre une suspension d'exercice, voire même une radiation. Et il y a des exemples de gens qui ont été condamnés pour avoir critiqué des dépassements d'honoraires, qui ont pris 6 mois de suspension d'exercice. Je sais pas si vous imaginez, mais ça veut dire que pendant 6 mois, je ne peux pas bosser, mes patients sont sur le carreau, et en plus, il avait pris, je sais plus, 3 ou 5 000 balles d'amende, enfin un truc, bon, ça, à la limite...
Voilà quoi. Donc je prends ce risque-là en disant ça. Rendez-vous compte du niveau de conneries dans lequel on est quoi. Mais on laissera pas faire avec la patte du team, on laissera pas faire avec la brèche, et les gens en com laisseront pas faire. Free Dr Zoé, si ça arrive, voilà, lancez le hashtag. Non mais c'est intéressant ce que tu dis pour montrer qu'il y a quand même un enjeu. Il y a une lutte des classes en fait, sur ce sujet-là. Il y a une lutte de l'intérêt général contre l'intérêt particulier, on l'a dit, c'est une très grosse capsule, très longue, mais je trouve que ça vaut le coup de faire le point sur tout ça, comprendre une grève, comprendre des mécanismes, c'est pas simplement comprendre les intentions, c'est comprendre dans quoi ils se mettent dans le contexte, comment ils ont été créés, donc je trouve que c'est très pédagogique et très didactique, et de montrer qu'à la fin, transformer tout ça, il y a des risques, et effectivement, la corporation qui essaye de se défendre là, et qui essaye de défendre ses intérêts, elle les défend contre un État qui, soi-disant, n'est pas assez à sa botte, mais elle les défend aussi contre des gens qui voudraient être plus progressistes, comme notre cher docteur Zoé, donc c'est important de pouvoir relayer ce discours, de pouvoir montrer que c'est un discours qui doit s'étendre. Il y a aussi d'autres médecins, je pense, Zoé, surtout comme tu as parlé de nouvelle génération, qui voudraient porter ce discours mais qui n'osent pas le faire, donc je trouve que ça trop courageux de ta part de pouvoir le faire à visage découvert. Donc c'est courageux, donc, et le courage, ça mérite forcément de la solidarité, donc bravo à toi en tant que camarade et ami, et je suis sûr que les gens qui nous regardent sont derrière toi et te donneront de la force pour continuer. Voilà. Écoute, j'espère aussi, mais nous, de toute façon, on va pas arrêter de dire ce qu'on dit. Personne nous met la pression, c'est la devise. Personne nous met la pression ici, ça c'est très clair. Donc voilà, écoutez, s'il faut que je le paye par une radiation, écoutez, je le paierai par une radiation. S'il y a des gens actuellement médecins en France sur le Tipeee pour compenser le salaire, mais il va falloir donner fort. Non, j'irai chez Manpower. Alors non, je vous le dis, si je suis radiée, ou si je suis suspendue, j'irai chez Manpower et j'irai taper l'intérim qui est à côté de chez moi. Voilà, donc j'irai, je sais pas, à l'abattoir ou à l'usine d'œufs à côté de chez moi. Voilà, c'est comme ça que je ferai, c'est parce que j'ai pas le choix. Il va quand même falloir que je nourrisse mes gosses pendant 6 mois. Donc voilà, et que je paye mon prix immobilier, machin, et ma bouffe, bref, la vie, quoi, l'essence de ma bagnole, tout ça. Et écoutez, si je suis radiée, je suis radiée et puis on fera avec. Mais juste, tu vois, je trouve ça ouf en fait qu'il y ait des médecins qui passent leur énergie à ça, à attaquer d'autres médecins ou d'autres gens, tu vois, Sud Santé, tu vois. Enfin, sérieusement, actuellement, tu as des problèmes avec le système de soins, tu penses que ton ennemi c'est Sud Santé. Moi, je te situe, quoi. Et plutôt qu'à se dire, en fait, toute cette énergie, il faudrait que je la passe en me posant profondément la question de qu'est-ce qui crée les problèmes de ce système. Vraiment, la force de frappe qu'ont les médecins, et d'ailleurs c'est là-dessus qu'on va terminer, mais en fait le gouvernement vient d'annoncer qu'ils allaient reculer sur un certain nombre de choses, sur notamment la mise sous objectif pour les arrêts de travail, sur ce qu'ils ont appelé les niches fiscales pour les cumuls emploi-retraite, sur certains avantages fiscaux sur les gardes aussi. Enfin, en fait, ils sont en train de reculer. Les médecins ont une force de frappe et une force de négociation monstrueuse. Si cette force de frappe et cette force de négociation étaient utilisées pas à aller attaquer des confrères ou des consoeurs qui essayent juste de discuter politiquement, ou des syndicats, mais servaient à défendre vraiment l'intérêt des patients et de tous les soignants, pas que les médecins, tous les soignants de ce pays, mais en fait, on vivrait dans un paradis, quoi. Donc, je sais pas, responsabilisez-vous, chers confrères et chers consoeurs. Je le dis sincèrement, il va falloir changer de paradigme à un moment et ne pas être du mauvais côté de l'histoire, comme malheureusement notre corporation l'a été trop souvent. Notre corporation a été du pire côté de l'histoire la majorité du temps. Je vous laisse regarder un petit peu comment s'est comportée la corporation médicale dans sa majorité dans les années 40, mais c'est pas ouf en fait. C'est pas ouf. Et donc, écoutez, charge à nous et peut-être charge à la nouvelle génération notamment d'essayer de penser notre implication dans la société de manière différente. Moins de pouvoir, moins de paternalisme, moins d'individualisme, moins de marchandisation et plus de solidarité, plus de collectif et mieux soigné, quoi. Sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer d'aller voir la cagnotte de résistance et solidarité dont on vous a parlé pour pouvoir envoyer du matériel médical à nos camarades cubains qui soignent dans des conditions extrêmement difficiles à cause du blocus imposé par les États-Unis, les plus gros impérialistes du monde. Vous trouverez la cagnotte en barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner aux autres chaînes, aller lire la revue Position Revue. Vous pouvez également aider à financer les projets de l'association grâce au Tipeee avec lequel ni Chris, ni Padu, ni moi ne nous payons. Je vous rappelle que nous sommes entièrement bénévoles sur ce que nous faisons. Et sur ce, on vous dit, lâchez rien, un autre monde est possible, comme disaient les altermondialistes. À plus tout le monde, salut. Salut. Say